OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Pour la première fois, nous avons 3 enquêteurs en studio qui viennent de la même endroit, de la même association, dont l'Association québécoise de l'ufologie, dont le cofondateur et le vice-président de cette association est Ricardo Melfi. Je ne sais pas si Ricardo, si tu m'entends, si je paye sur ton petit bouton de micro, parle donc, voir. Allô? Oui, ça marche. Ça marche? C'est parfait. Okay. Parfait. Bon, c'est un test micro parce qu'on manque de micro ce matin. Ça va pas bien. On a aussi le conseiller en expertise scientifique, Jean Vézina. Bonjour, Jean. Oui, bonjour tout le monde. Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va aussi. Oui, la route a été bonne de Montréal. Oui, très belle. Excellent. Pas de glace du tout, bien dégagé. Oui, puis le soleil s'en vient, là. Fait qu'on est comme, je suis un petit peu chanceux. Je pense que vous l'avez eu avant nous autres, vous autres à Montréal, là, le soleil, mais en tout cas. Un petit peu ce matin, oui. Ben, ici, ça s'en vient. Puis on a aussi notre habitué et chroniqueur Jean Morissette. Bonjour, Jean. Salut, Carole. Ça va bien? En forme? Oui, toi? Oui. Puis pour des rares fois, parce que ça arrive de temps en temps, d'habitude, il est là au téléphone, mais là, il est en studio, notre beau Jean-François Primo. Bonjour Jean-François. Carole. Bonjour tout le monde, ça va bien? Et ben oui, ça va très bien pour l'ensemble, mais je te dirais que je trouve ça le fun que tu sois là ce matin. Ben moi aussi, j'aime ça. Je m'ennuyais en plus. Ben oui, ça fait c'est rare, t'es pas là tout le temps. Quand tu peux, vrai. ça va, là, mais j'aime ça. Ça fait J'essaie de changement. monter quand je peux, là, quand j'ai aussi pour monter, mais c'est sûr, c'est pas évident. Tu sais, quand tu habites à Montréal, là, mais je suis là Ouais. pour tous les auditeurs et pour toi, tout le temps. Salut Alain. Alain, t'es là, salut. On passe à notre appel. OK, on va couper ce cours de même. Ricardo, je vais m'adresser à Ricardo maintenant. Okay. Ricardo, vous avez créé la QU en 1990, toi et Gilles Milot. C'est qui est le président, en fin de compte, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a mené à créer une association? Est-ce que c'est vos expériences ou c'est parce que vous avez eu ce dada-là d'essayer de comprendre, en fait, compte? Pour parler de la genèse de la QU, c'est qu'il faut se ramener en 95 à peu près. OK. Puis à cette époque-là, je travaillais. On ne travaillait pas dans ce domaine-là, c'est une passion. OK, oui. On œuvrait avec certaines personnes, certains groupes qui s'appelaient SOS OVNI Québec. Puis je travaillais aussi pour l'émission Énigme. J'avais cofondé le magazine Enigma à l'époque. OK. Puis avec Christian Page, qui est un ami de longue date que je salue d'ailleurs. Je suis sûr qu'il est à l'écoute. Justement, tu me fais penser à ça. Christian, le lien commun qu'il y a avec vous trois, vous avez tous joué, tous les trois, dans une de ces émissions, comme étant soit figurant. On en a fait plusieurs. Exact. Plusieurs figurations dans Dossier mystère, puis dans Enquête sur les ovnis. Oui, on a toutes vu vos petites binettes à télé, justement. C'est assez le fun. On n'est pas des acteurs, mais c'est toujours le fun de la jouer. La figuration, c'est toujours le fun pareil, ça aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'étais le policier à Trois-Rivières qui s'est fait suicider. Oui, qui s'est fait suicider. Oui. Non, il pèse ses mots. Je pèse mes mots. Moi, j'ai joué le policier véreux qui l'a suicidé. On a des photos assez éloquentes. Ricardo était excellent. C'est quand il me lançait un regard. Il me lançait un regard. OK. Légèrement sadique. Ça faisait froid dans le dos. Ah, c'était toi, ça, cette espèce de... Oui, c'était moi. Ah, ben. Puis, pour revenir à Christian, ben c'est ça. Christian, on s'est rencontrés en 90, donc on est devenus amis tout de suite, puis on se connaît depuis 30 ans, puis on a œuvré dans les mêmes groupes. Un peu d'ailleurs, moi, Jean, les deux Jean, on a toujours travaillé avec Christian
dans les années 90. On collaborait ensemble, puis c'était super le fun, puis on faisait beaucoup d'enquêtes. Notre travail, c'était plus pour déboulonner des cas. On déboulonnait des cas, souvent des cas qui perduraient, qui étaient inexpliqués. Finalement, on finissait par trouver une réponse concrète ou empirique à ce phénomène-là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au milieu des années 90, il y avait eu beaucoup de chicanes, donc il y a eu comme un schisme, un divorce. Donc, Quand tu dis beaucoup de chicanes, il y avait beaucoup de chicanes à travers les ufologues au Québec. Excuse de quoi que ça rire, là, mais changer aujourd'hui. ça sent plein ça, j'allais dire. Plus tard, mais ce que je veux dire, à cette époque-là, c'était ça. Donc, moi, j'ai quitté un peu cet entourage-là, puis j'ai décidé de... À l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Gilles Milot, puis Gilles avait pas fondé la QU, mais s'intéressait aux ovnis, puis il voulait faire de l'enquête sur les ovnis, donc il est arrivé sur l'échiquier ufologique du Québec, puis j'étais le premier à l'appeler, puis lui souhaiter la bienvenue dans le domaine. Okay. J'étais jeune à cette époque-là aussi également, un peu comme Jean-François aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, étant donné qu'on s'est parlé au téléphone, puis après ça, on a cliqué, donc on a décidé de se rencontrer, puis c'est là qu'on a commencé à façonner les premiers jets pour créer l'Association québécoise d'ufologie. Au début, on voulait l'appeler OVNI Québec. On avait eu l'assentiment de Claude Macduff à l'époque. On avait appelé Claude quand il était vivant. Oui. Claude Macduff, c'était un des premiers, des anciens de UFO Québec. Okay. Puis, il nous avait donné notre assentiment pour prendre le nom. Mais étant donné que Christian n'était pas d'accord vraiment à ce qu'on prenne le nom, et ça a fait un chiard, on a décidé de laisser ce nom-là, puis de choisir un autre nom. C'est là qu'est devenu... OVNI Québec est devenu l'Association québécoise d'ufologie. Puis ça a commencé en 97, avec un tout petit groupe restreint. Il y avait moi, il y avait Pierre Caron, qui est spécialiste des enlèvements extraterrestres, que Pierre, lui, fait des régressions hypnotiques auprès des personnes qui affirment avoir été enlevées. Quand on a des cas, on appelle Pierre, puis on fait la régression avec lui. Lui, il fait la régression, puis... il fait ça superbement bien, puis on est toujours ensemble pour vérifier que ça se fasse dans les bonnes conditions. Puis ensemble, lui, moi et Pierre Caron et Gilles, on a fondé la QU à ce niveau-là en 97. C'est comme ça que ça a commencé. OK, parce que Pierre Caron était aussi membre fondateur, en fait. Oui. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire monnayer l'ufologie. Autrement dit, ils voulaient faire beaucoup d'argent. Puis, il était question de créer une espèce de collège invisible où l'information serait pas cachée, mais serait occultée et serait donnée au public à compte-gouttes. Moi, j'étais contre ça. Okay. Puis, donc, c'est pour cela que je suis parti de la QU. Je suis parti de ces groupes de SOS OVNI Québec pour fonder la QU. Puis, on voulait fonder une tribune gratuite. Donc, à l'époque, quand on a créé la QU, on s'est dit que la majorité des événements qu'on ferait à la QU seraient gratuits. Donc, les gens seraient bénévoles aussi pour travailler au niveau de la QU. Mais quand tu dis les choses gratuites, tu parles de tous les événements. Les congrès, les congrès, ça coûte rien pour rentrer là? Ça coûtait pas rien à l'époque. Mais parce que naturellement, il fallait payer notre salle. Ben justement. Le minimum. T'sais. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le journal de la QU, tout ça, ça coûtait rien. On essayait de faire des événements le plus possible, une tribune pour que les gens viennent gratuitement, qu'ils n'ont pas à payer ou à débourser de leur poche pour venir parler de leur cas. Puis c'était un bon tremplin parce que souvent, il y a des gens qui venaient qui avaient vu des ovnis, mais ils n'osaient pas en parler, donc ils participaient au souper, puis ils revenaient une deuxième fois pour finalement se libérer et d'en parler de leur cas, tout simplement, parce qu'ils voyaient que c'était assez convivial et ça se faisait dans le respect aussi. Peu importe les croyances, parce qu'à la QU, il n'y a aucune idéologie, on ne favorise aucune idéologie d'hypothèse extraterrestre ou non extraterrestre. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, et puis, mais en autant que ce soit dans le respect aussi. Ça c'est le minimum. Ouais, parce que je trouve ça épouvantable de voir le bitchage qu'il peut y avoir entre certaines équipes ou certaines personnes ou certains enquêteurs, peu importe, que ce soit de la même équipe ou non. Je trouve ça déplorable, vraiment déplorable, parce que ça ne fait pas avancer l'ufologie. Non. Tu sais, moi, je pense qu'un cas
on va en parler tantôt avec Jean Vézina, c'est qu'il y a des causes qu'on peut utiliser d'un autre enquêteur et de aussi l'évaluer à sa façon, sa méthode de voir les choses ou des choses comme ça. Je trouve ça important, moi. C'est toujours bon, d'après moi, là, je veux dire d'un point de vue analytique. Tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce que mes enquêtes soient revues ou réanalysées d'une façon peut-être plus scientifique par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Puis c'est même, à rigueur, c'est un peu nécessaire. Hein? On veut essayer d'être le plus transparent possible dans les documents, dans les résultats. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Puis même, à rigueur, je trouve ça un peu important. Il faut toujours reviser les cas majeurs au cas où. C'est comme les meurtres. Hein? Je veux dire, à une certaine époque, tu étais coupable. Puis là, 40 ans après ou 20 ans après, par l'ADN, on sait que tu n'es pas coupable. Exact. C'est exactement le même principe pour les cas OVNI. Comme tu vois, à Montréal, l'OVNI de Montréal, tout le monde commençait à enquêter à partir du moment où est-ce que les photos avaient été prises, donc dans la brume. Moi, j'ai sorti le rapport de police, puis crime, ils l'ont vu ça pendant 2h15 à 2h30, avant qu'ils rentrent dans l'esprit de nuage. OK. Wow, quand même. Puis là, c'est grand comme 5 terrains de football, là. Mm-hmm. C'est pas petit, là. C'est ça, puis je pense que tout le monde peut collaborer à une investigation, et puis... ce que je veux dire, oui, c'est que non seulement c'est nécessaire, mais un dossier peut rester ouvert à vie. Toujours. Fait que dans 20 ans, il y a quelqu'un qui va reprendre ce dossier-là puis qui va peut-être trouver quelque chose que nous, on ne voit pas aujourd'hui. Exactement. Oui, c'est beau en théorie, mais c'est pas ça qui arrive sur le terrain. Non, absolument pas. C'est pas comme ça que ça arrive sur le terrain, pas du tout. Parce que souvent, il y a des groupes, il y a plusieurs groupes, mais on a tous des agendas différents. Donc, c'est pas nécessairement l'agenda numéro 1 dans l'ufologie, ça devrait être de trouver la vérité, de poser un diagnostic puis d'essayer de valider l'hypothèse extraterrestre. C'est ça le but d'un ufologue, c'est de valider l'hypothèse extraterrestre. Oui, mais ça veut pas dire que parce que je veux valider l'hypothèse extraterrestre, ça veut pas dire que je peux pas trouver d'autres explications à un phénomène. Faut pas mélanger les deux. Moi, personnellement, l'AQU, notre but, c'est de valider l'hypothèse extraterrestre. OK. Néanmoins, on a des gens à l'AQU qui ont d'autres visions sur le phénomène OVNI, comme Jean, Vézina à ma droite. Vézina, oui. Puis, ça ne veut pas dire, parce que notre but à nous, c'est de valider l'hypothèse extraterrestre, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres explications aux phénomènes qui nous sont rapportés par les gens. Écoute, on a cette année, c'est 370 observations. Je peux te dire... C'est ça, j'allais te demander. Je peux te dire avec certitude qu'il y en a à peu près 365 que je peux t'affirmer qu'on a trouvé l'explication rationnelle. Sur combien de cas, tu dis? 370. C'est énorme, bravo, il reste 5 cas. Non, il en reste plus bien. Mais le problème, c'est qu'on... Quand tu fais de l'enquête, comme nous, on a fait de l'enquête depuis des années, ça fait 20 ans qu'on existe, on a développé des modèles puis des réflexes. Okay. Autrement dit, c'est pour ça que quand j'ai développé avec l'AQU le questionnaire, l'information qui est donnée, le verbatim, c'est un questionnaire qui est succinct, qui est petit, justement pour pouvoir faire un décantage du cas, puis d'enlever les cas qui n'ont pas rapport avec l'hypothèse extraterrestre. On dit qu'on trouve l'hypothèse empirique. Donc, on a plein de modèles au fil des années qu'on a développés, qu'on a réussi à sortir, à résumer, qui permet de pouvoir les apposer sur les cas, puis dire, ce cas-là, c'est une lumière, ce cas-là, c'est un astre, ce cas-là, c'est probablement une lumière, une lanterne thaïlandaise. Quand tu as fait le décantage de tous ces cas-là, ce qui te reste, c'est la crème. Puis la crème, comme disait Louis Bélanger, parce qu'à l'époque, Louis Bélanger, je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est lui qui avait créé Monde et Mystères, l'émission, tout ça. Louis m'a souvent dit, parce qu'on allait souvent souper ensemble à Montréal, parce que lui, il donnait des cours à l'Université du Québec en parapsychologie. Puis on se voyait souvent. Puis Louis m'a tout le temps dit, faut que tu sois empathique, puis après la rigueur, autrement dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois méchant avec le témoin parce que tu trouves une autre explication qui est rationnelle. L'important, c'est d'écouter le témoin, d'être empathique et ensuite d'apposer la rigueur avec l'information qu'il t'a donnée. Nous,
c'est ça le modèle qu'on applique à l'AQI, c'est ça le protocole. C'est qu'il faut que tu aies de la rigueur, comme on l'a dit tantôt, on s'en est parlé, moi puis Jean-François, de la rigueur, de l'empathie, puis du gros bon sens. Si tu appliques ces trois choses-là, ces trois qualités-là, tu n'auras pas de problème. Puis il va te rester les cas qui sont inexpliqués, puis souvent, les cas qui sont inexpliqués, c'est pour ça que tu es dans le domaine. C'est pour ces cas-là. C'est pour ça que quand je dis que le but, c'est de valider l'hypothèse extraterrestre, c'est ça. C'est qu'on fait le décantage, il nous reste ces cas-là. Donc, c'est pour ça que nous, notre modèle d'enquête est basé là-dessus. C'est pour ça qu'on ramasse les cas annuellement comme ça. Parce qu'on sait très bien, les observations qu'on voit rentrer à l'AQI sur le site, il y en a plusieurs observations qu'on voit, là, qu'on le sait tout de suite. On sait tout de suite c'est quoi le phénomène. On sait que c'est un phénomène naturel. Donc, mais les meilleurs cas, je vais vous le dire aussi en ondes aujourd'hui, les meilleurs cas, on ne les met pas sur le site. Ben non, ils nous contactent directement en privé, parce que c'est des cas, comme tu as dit, des cas de R2 ou des cas d'enlèvement extraterrestre. Là, c'est plus difficile à quantifier sur un questionnaire. Totalement. Donc, ces gens-là nous contactent, puis on a des gens qualifiés qui peuvent pouvoir s'en occuper. Puis il faut toujours garder derrière la tête. Nous c'est le même qu'on a notre approche. C'est beaucoup une approche thérapeutique qu'on a. Mais ça date pas d'hier, parce que même du temps de SOS OVNI puis de Choukara avec Jacques Poulet, je me souviens d'une réunion, Jacques il dit « Oubliez jamais, vous travaillez pour 5% des cas. » Oui, c'est vraiment pas énorme. Là. Puis, je te parle, il y a à peu près 2 ans, si je me fie, en Europe, avec le GEPAN. Oui. Ils en ont répertorié 20% une année. Je pense qu'il y a 2 ans à peu près dans ces coins-là. C'est beaucoup, 20%. Oui, c'est même surprenant. Oui, c'est surprenent. Parce que nous autres, c'est 5%. Puis je pourrais dire qu'à l'AQI, les meilleurs cas qu'on a eus, je pourrais dire qu'on en a eu peut-être, on peut les compter sur les doigts de la main. Ouais. Peut-être 5 bons cas. Bien, d'après ma grille à moi, là, comment on pourrait dire, ma grille d'étrangeté, là, je pourrais dire qu'il y aurait 5 bons cas. Parce justement, que les autres, c'est tous des cas qu'on peut expliquer ou il faut faire attention parce qu'il n'y a pas vraiment de choses, de données concrètes qui permettent de pouvoir poser un diagnostic sur ce cas-là. Mais ça n'empêche pas qu'on invite les gens à nous contacter. Puis nous, on contacte chaque personne. À l'AQI, quand quelqu'un envoie un cas d'OVNI, chaque personne est contactée par Gilles, personnellement, soit par courriel ou par téléphone, pour le remercier d'avoir pris la peine de remplir le questionnaire. Puis, si jamais on a à pousser plus loin pour une enquête, là, on réfère notre enquête au directeur de terrain de l'endroit où la personne réside, où il y a eu le phénomène, autrement dit. OK. Mais justement, tu parlais de la grille d'étrangeté. Moi, personnellement. Oui, c'est ça. Votre grille à vous, comme vous n'utilisez pas le terme, parce que j'ai fouiné sur votre site un peu, et j'ai vu aussi que tu disais qu'il y avait des causes qui ne sont pas là. On voit seulement le titre, mais non l'histoire en tant que telle. Oui. Y a-t-il une façon de voir l'histoire en tant que telle? Ah oui, le questionnaire, ça dépend toujours de la personne. Ce que tu vois sur le site, c'est ce que la personne a rempli. Comprends-tu? Ah, OK. Le questionnaire, tu vois, c'est pour ça quand tu vois, comme mettons, des verbatims, je veux dire, il y a beaucoup de gens, quelquefois, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe, mais c'est parce que c'est leur verbatim à eux. C'est eux qui remplissent le questionnaire. Nous, la manière que ça fonctionne, les gens vont sur le site, ils remplissent le questionnaire avec les données, puis ce que tu vois sur le site, à part des informations personnelles, là, c'est l'information qu'elle a soumise. OK. Elle a soumis. C'est dans ses propres mots, donc. Il n'y a pas aucune façon de tu sais, on ne peut pas dire que c'est vous autres qui avez trafiqué ça, c'est eux autres. On n'a pas trafiqué ça. C'est pour ça que le ça. premier décantage fait à partir du questionnaire. C'est bien. C'est très facile de savoir. Juste un cas, il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas où la personne, ça a été enquêté par mon enquêteur de la Naudière qui s'appelle Yvon Latour. Yvon, je te salue, je suis sûr que tu es à Londres, tu es à l'écoute aujourd'hui. On l'avait envoyé voir un cas, puis la personne, sur son questionnaire, avait écrit j'ai photographié un objet, je voulais photographier les nuages. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai développé, puis j'ai vu qu'il y avait un objet. C'est OK, tu avais un objet dans le ciel. Puis on savait que, d'après le questionnaire,
excusez-moi, d'après le questionnaire, elle avait photographié l'objet à l'intérieur. Elle était à l'intérieur de son véhicule. Ah, Okay? une mauvaise idée. Quand Yvon est allé la voir, la personne lui a dit non, j'ai pas. Je l'ai vu avant, l'objet. Elle a changé son témoignage. Mais le premier témoignage spontané qu'elle a fait, là, c'était pas ça. Tu comprends? Okay. Et déjà là, nous, quand on voit ça, on se dit, c'est un peu, pas douteux, mais je veux dire, nous, on prend toujours le premier témoignage le plus spontané parce que les gens n'ont pas le temps, quand ça vient de eux, ils n'ont pas le temps d'inventer, autrement dit. Ouais, tu comprends? Ils effectivement. n'ont pas le temps de prendre leur temps pour se créer ou se créer une histoire puis nous la raconter par la suite. C'est souvent ça le problème avec l'ufologie, c'est que les gens sont les premiers narrateurs de leur histoire. Donc, autrement dit, si mettons que tu prends plus, faut réduire le temps d'intervention, c'est toujours ça qu'on dit. Le problème, on peut pas tout le temps, parce que souvent, il y a des gens qui nous racontent des choses qui datent de 2-3 ans. Mais le 2-3 ans, quand la personne a vu son phénomène, est-ce que c'était la même chose qu'elle te raconte aujourd'hui, ou est-ce qu'elle s'est informée par la suite? Est-ce qu'elle a posé une couleur à son phénomène d'après des références d'informations qu'elle a trouvées? Surtout qu'on est bombardé aujourd'hui par l'Internet, tout ça. Ça vient contaminer. À la base, son phénomène est probablement réel. Elle a probablement eu un traumatisme. Mais la narration qu'elle va en faire va être souvent colorée par de l'information qu'elle va avoir trouvée un peu partout. Inconsciemment. Elle ne fait pas ça parce pour mal faire. Elle le fait parce qu'inconsciemment, comme n'importe qui raconte une histoire, quand ça fait 4 fois, 5 fois que tu racontes une histoire, elle est meilleure la 5e fois que la première fois. Tu comprends? Ça, je veux dire, on fait beaucoup attention à ça, puis c'est pour ça que le questionnaire est là. C'est un amorce qui nous permet de décanter, puis de faire un tri des histoires pour essayer de prendre les meilleures, puis d'envoyer des enquêteurs, parce qu'on ne va pas envoyer des gens pour rien sur le terrain, parce que les gens sont bénévoles. Ça peut arriver, j'imagine que comme Jean, qui est dans la section Québec, qui est directeur pour Québec, ça peut arriver qu'il reçoive lui-même d'abord un cas pour l'AQU? Ça se peut. Ou ça peut que les gens le contactent directement, mais Okay. souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y envoie les cas à Jean. On y envoie dans sa région. Okay. Les cas qui sont... C'est les gens qui... Je me dis, si les gens sont vraiment intéressés par de donner l'opinion de leur cas, ils vont remplir le questionnaire. Puis je dis ça à tous mes enquêteurs. Dites-leur en premier de remplir le questionnaire. Comme ça va être un amorce. Vous allez avoir l'information. Puis après ça, vous allez pouvoir faire apposer la rigueur. C'est ça qu'on parle l'empathie. Après ça, la rigueur. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas un questionnaire. Les gens me demandent souvent, pourquoi le questionnaire, il n'est pas long? Bien, justement, c'est pour... Le but, c'est pas pour... tanner les gens de ne pas remplir le questionnaire. Le but, c'est d'avoir un amorce pour pouvoir commencer l'enquête. C'est ça qui est le but. Ouais. Après ça, l'enquêteur fait son travail. Puis moi, j'ai confiance à mes enquêteurs d'après leur expérience personnelle, leur expérience de vie, leur expertise, qui sont capables de faire un travail honnête puis un travail rigoureux. Puis la première chose dans une organisation, c'est de faire confiance aux gens. Toujours. Oui. Puis moi, je fais confiance à mon monde. Puis c'est pour ça que notre protocole qu'on a mis en place, parce qu'on a un protocole, croyez, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de protocole. On a un protocole, on a un dossier, un document d'enquête, d'ailleurs qui est conjoint avec le document Jean Cazot, qu'on salue, parce que Jean, c'est un ami de longue date. Jean nous a donné la permission de prendre son document à lui, d'enquêteur. Sa méthode. Puis de l'insérer. Puis de l'insérer dans le document de l'AQU pour donner ça à nos enquêteurs, pour qu'ils passent à travers lorsqu'ils ont signé, parce que nous, on a un code d'éthique également à signer à l'AQU, les gens. Tout simplement. Puis également, il n'y a pas de membership à payer. Le membership, c'est sur invitation. De la manière qu'on fonctionne, nous, si on voit des gens qui viennent à l'AQU souvent, des soupers comme Jean-François, comme d'autres personnes viennent à l'AQU puis sont bien intéressés, on leur donne un membership participatif. C'est-à-dire, les gens vont recevoir une carte de membre gratuitement, avec un petit diplôme disant que vous faites partie de l'AQU, tout simplement. Puis il y a des gens là-dedans qui sont plus intéressés à s'impliquer activement à l'AQU. On les approche, puis c'est là qu'on leur explique la méthode à suivre et de faire signer le code d'éthique. Est-ce que vous leur donnez un petit cours d'enquêteur au moins, ou qu'il y ait une base? Le cours est
est sûr. On leur donne un numéro, ils doivent aller dans la section enquêteur. Okay. Puis il y a tout le... Les méthodes sont toutes écrites là Oui. et il doit respecter ces méthodologies-là. Oui, en fait. mais en gros, on laisse beaucoup de latitude. On n'a pas de méthodologie. Parce qu'il faut comprendre qu'à part des cas de R2, qui c'est très rare, là, que tu dois avoir un protocole pour prendre les données sur le terrain. Nous, on a un groupe. Dans notre groupe, on a une section qui s'appelle le GIT, qui est le groupe d'intervention technique. Puis c'est des anciens militaires qui sont dans ce groupe-là. Puis c'est eux qui vont sur le terrain. Puis c'est eux qui portent assistance à nos directeurs pour faire l'enquête sur le terrain puis recueillir les données. Autrement dit. C'est eux. On a des gens, vous allez voir sur le groupe, je ne sais pas si tu l'as vu, le GIT, là, il y a un groupe, c'est ça. Puis j'ai mon ami à côté qu'on va faire parler, là, Jean Vizina, c'est un ami de longue date, qui est le scientifique sceptique de la QU. Mm-hmm. Le mal-aimé. C'est important d'en avoir un pour avoir une autre facette. La seule chose qu'on manque à la QU, c'est qu'on manque de filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a Annie Thériault, est-ce que c'est la seule femme? Oui, Annie puis Nancy. Nancy aussi, Nancy Turbeur, OK. Que je salue également, Nancy, qui est une de nos collaboratrices. C'est la secrétaire de la QU, mais elle fait beaucoup d'autres choses, parce qu'elle s'intéresse au phénomène ovni. Mais c'est cette perspective-là qui nous manque. Parce que nous autres, les gars, on a une façon de penser, puis les filles ont une façon autre de penser. Mm-hmm. Puis cette perspective-là, je trouve que ça nous manque parce qu'eux nous amèneraient de l'information d'une façon plus intelligente, qu'on pourrait dire. Et plus, disons, intuitive que nous autres, aussi, des fois. Nous autres, aussi. on est des fois trop bornés, trop cartésiens. Arrête, ouais, donc ça. Ben oui. C'est ça que ça nous manque un peu à la QU, on doit l'admettre. On n'est pas derrière douceur. derrière chaque grand homme se cache une femme. Hein? Ou c'est le contraire. tellement Peut-être derrière une grande femme, il se cache un homme. Ben, en tout cas, Quand on est marié, ça fait 25 ans, on n'est pas devant, on est derrière souvent. Ouais. Mais c'est vrai. Combien de fois j'ai entendu, quand on va aller à l'électronique, puis on entend je ne pourrais pas acheter aujourd'hui, il faut que j'en parle à ma femme. Ah, ça arrive souvent. C'est sûr. Ben, quand tu es en couple, tu es censé faire les choses en couple et non individuellement. Hein? Je suis d'accord. Ça, il n'y a rien d'inexpliqué là-dedans, là, remarque. Là, Mais Jean, il est tellement connaissant, Jean Vizina ici, puis Jean Morissette aussi. Mais Jean Vizina, c'est vraiment un expert dans plusieurs choses. Puis c'est pour ça que Jean, il collabore à la QU, puis qu'il y a beaucoup de latitude. Puis c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Puis je vais fermer ma gueule, puis je vais le laisser parler. Ben, justement, Jean, on va te poivrer tout de suite après de poivrer des questions, je veux dire. On va t'en mettre. Reste assis, ça va faire mal 30 secondes. Tu sentiras plus rien après. Non, mais on va devoir aller à la pause. Mais tout de suite après, par exemple, à moins que tu aies une petite question pour tant qu'être dans le concept avec Ricardo avant qu'on aille à la pause, non? Si tout va bien? Non, ben moi, rapidement, j'assiste justement souvent aux soirées de la QU. Puis moi, je veux qu'on invite les gens à venir parce qu'on mange bien, on m'a toujours très bien accueillis. C'est tout le temps à la même place. C'est quel endroit? C'est tout le temps à la même place. Oui, c'est à Montréal-Nord. On fait ça depuis des années. Depuis 2005 à Montréal-Nord, au restaurant Al Raouché. Nous, ce qu'on fait, c'est que les gens viennent au souper, prennent un repas. C'est comme les comptoirs. Je ne sais pas si vous devez avoir ça à Québec quand même. Amir, des comptoirs Amir, tu sais, la cuisine libanaise. Ben, il y a déjà eu ça dans le coin de Sillery, si je ne me trompe pas. Okay. Mais la je suis pas cuisine certaine. libanaise, tu sais, mais c'est des comptoirs. C'est un comptoir. Donc, les gens prennent leur repas. Tu peux avoir un bon repas entre 10 et 15 $. Ah, c'est bon, ça, en plus. Oui, c'est vrai. Fait que les gens prennent leur repas, puis après ça, ils montent en haut. Nous, on a le droit à la salle en haut gratuitement à partir de 19h. OK. Puis, les présentations sont gratuites. Ben, ça, c'est le fun. Il y a toujours des belles conférences. C'est toujours super le fun. Beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup d'ufologues. François Bourbeau, il est venu à la QU. Jean Cazot. Il y a eu aussi Christian Page qui est venu souvent. Parce que, étant donné que c'est un ami de longue date, je salue Christian, là, en passant. Il est supposé être... On est comme des frères, donc. Même si on chicane, mais c'est pour ça que je dis qu'on est comme des frères, parce qu'on chicane comme des frères. Un vieux couple. Oui, c'est ça. Puis Christian, il est venu également. Puis, d'ailleurs, le prix Pauline Mongrain, cette année, c'est Christian Page qu'on va le donner. Oh, il le sait-tu? Puis là, c'est une nouvelle. Ah, mon Dieu! Spoiler! Mais Christian, il est au courant, j'en ai parlé. Mais... Fait que Christian, s'il entend l'émission, il vient d'avoir... Ah! Oui. Il vient d'avoir la de surprise. le remettre, parce que le prix Pauline Mongrain, Pauline, c'est... Tu parlais de dame, d'ailleurs, c'est une des femmes que j'ai rencontrées les plus merveilleuses
dans le domaine de l'ufologie, puis c'était une de nos enquêtrices dans la Mauricie, puis elle est décédée il y a quelques années d'un cancer. Ouais. Puis Pauline, elle avait travaillé sur le cas de la croche. D'ailleurs, on la voit en entrevue à l'émission de Christian, qui avait fait il y a quelques années, qui parlait de ce cas-là. Oui, j'aimerais ça qu'on en reparle aussi tantôt. C'est un bon cas, Ouais. là. Puis, Faut qu'on en parle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de rendre hommage à Pauline, puis de créer un prix pour les personnes, pas nécessairement les meilleures personnes en ufologie, mais les personnes qui sont honnêtes dans leur travail, rigoureux, pour l'ensemble de leur œuvre. Et qui se sont démarqués à quelque Qui part. se sont démarqués dans quelque chose. Donc, les années passées, on avait eu le premier, ça a été Jean Cazot. Jean, l'émission. C'est Jean Cazot? Non. Ça, c'est il y a l'année passée ou 2 ans? C'est l'autre Jean. Comment il s'appelle le premier? Jean Lavergne. C'est ça. Jean Lavergne, ben oui. Jean Lavergne, Ah oui. qui n'était pas excuse Jean de publier ton nom de famille. Jean Lavergne était le premier Ben oui. parce qu'il avait créé l'émission. C'est une L'Avenue épidémie, Chaud. les gens L'Avenue dans la Chaud. queue. Est-ce que je vois, là, il y en a tellement que Ouais, c'est ça. c'est sûr que... C'est pour ça que Ricardo, les personnes disent tout le temps, Ricardo, on sait bien, tu te pognes avec les filles. Toi, si tu t'appelles Ricardo, tu n'as pas besoin de dire d'autres choses. Tu t'appelles pas Jean. Toujours les mêmes, hein? Ouais, c'est ça. Tout le temps. L'italien. Mais ça, Jean Lavergne, c'était le premier. Après ça, il y a eu Jean Cazot. Parce que Jean, c'était pour l'ensemble de son œuvre. On a décidé. J'ai toujours dit, il y a eu 2 Jean Cazot. Il y a eu Jean, quand il faisait de l'enquête sur le terrain, Jean était rigoureux. C'était un super bon enquêteur. Puis il avait créé le CP, je pense. Oui, Puis à l'époque, puis il était super bon. Puis son travail a toujours été honnête. Puis là, j'ai sûr que j'ai entendu beaucoup de critiques dernièrement parce que Jean, avec ses ouvrages, se permet de parler de plusieurs sujets. Donc, c'est correct, ça. Il a le droit. Il a eu le droit de faire ça. Il a le droit de faire ça maintenant. Il s'amuse, il écrit des livres, il a le droit, tout simplement. Mais c'est un gars qui est très rigoureux pour son enquête, puis c'est pour ça qu'on lui a donné le prix. Puis, on voulait donner le prix à une fille. Donc, on l'a donné à Annie Thériault, parce qu'Annie, elle a fait un travail extraordinaire, puis avec son livre qui s'en vient, on trouvait qu'elle faisait un bon travail à l'EQU, donc on a décidé de lui donner le prix Pauline Mongrain également. Puis là, cette année, c'est Christian, parce que Christian, pour l'ensemble de son œuvre, là, je pourrais nommer plein de choses que Christian a fait, puis Jean Morissette, Jean ici, il est au courant, on est tous au courant de tout ce que Christian a fait dans le domaine. Même s'il dit qu'il n'est pas ufologue, qu'il n'est plus ufologue, à la base, au début, il était ufologue des années 90. J'ai même un article, moi, disant Christian Page, profession ufologue. Puis en plus, qui viennent pas dire qu'il l'a pas été. Puis contrairement à ce que les gens pensent, Christian, c'est un être... que tu parles. c'est un être humain adorable et c'est un gars qui est super intelligent. Puis c'est pas un gars qui est là pour dénigrer les autres. Christian est là pour dire les vraies choses. Puis, comment je pourrais dire, c'est un gars très, très, très compétent. Puis, d'ailleurs, c'est grâce à lui si je suis dans le domaine de l'ufologie. Puis, il m'a enseigné beaucoup de choses. Puis, on a beaucoup appris avec lui. Puis, c'est pour ça que ce gars-là mérite qu'on lui fasse une fête au moins une fois. Puis, indépendamment de ce qu'il fait dans les médias traditionnels, parce que moi, les médias traditionnels, je suis pas chaud à ce niveau-là. Mais c'est pour ça qu'on a créé le prix Pauline Mongrain. Puis, cette année, c'est Christian Robert Page qui va l'avoir, tout simplement. Bravo, félicitations. Est-ce que tu trouves qu'il est peut-être trop, je vais prendre le terme, très sévère? Est-ce qu'il n'est pas trop sévère à l'endroit des ufologues? Est-ce que c'est parce qu'il voudrait qu'on lève la qualité d'investigation au Québec? Est-ce que tu crois que c'est à cause de ça qu'il est aussi pointu avec les ufologues au Québec? Il voudrait qu'on lève la qualité puis qu'on collabore avec la science. Le problème, c'est que l'universitaire... La base, ça mais devrait le problème, être ça, c'est qu'ils veulent la science puis les universitaires ne veulent pas collaborer avec les ufologues. Faut pas se le cacher. Ils veulent rien savoir de nous autres. Hey, retenez où est-ce que vous êtes rendu, parce que c'est un très bon point ce que tu viens de dire. J'aimerais ça qu'on en reparle au retour de la pause. J'ai des choses à dire. Moi aussi. Sinon, on ira jamais à la pause. Fait que on revient tout de suite après.
On est de retour en studio avec nos invités de l'AQU, Jean Morissette, Jean Veilleux, Ricardo Melfi. Vézina. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean Veilleux, c'est Jean Vézina. J'ai-tu dit Veilleux? Ben oui. Ben voyons. Vézina. C'est pas plus grave que ça. Il était en veilleuse, mais là, on va le faire parler. C'est ça, parce qu'il n'a pas parlé encore. Il était en veilleuse, elle est bonne. Elle est bonne. Hey, là, vous avez dit de quoi avant la pause? Moi, ça m'intrigue. Premièrement, tu dis Christian n'est pas critiqueux. C'est quoi le terme que tu as dit tantôt? Christian, il est rigoureux. Il n'est pas rigoureux, critiqueux. c'est ça. Comment? Rigoureux. Tu peux être rigoureux dans le respect. C'est pas rigoureux que le terme que tu as dit. C'est quoi tu disais, Jean-François? Qui était sévère, non? Non plus. C'est vrai que... Tu sais que il faudrait que je fasse un rewind. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mais sévère, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il était, on va dire sévère pour les ufologues, parce que je crois qu'on doit faire lever le taux de qualité au niveau de l'ufologie. C'est ce que je crois. Oui, mais le problème, c'est qu'avec ça, comme je te disais, nous, les ufologues, on veut travailler avec les scientifiques, les académiciens. Le problème, c'est que les académiciens ne veulent pas travailler avec les ufologues. Oui, mais c'est toujours la même affaire. Non, c'est parce qu'il ne faut pas... Christian a déjà dit que si les scientifiques et les académiciens voudraient s'intéresser au phénomène ovni, ils jetteraient aux poubelles tout ce qui a été fait depuis 1947, puis ils reprendraient tout à zéro, parce qu'ils s'imaginent que nous, comme un des mortels, on fait mal notre job. On n'a pas un diplôme en tel domaine scientifique, donc on n'est pas capable de comprendre le phénomène ovni. On n'est pas capable d'enquêter sur le terrain. On n'est pas capable d'interroger. On n'est pas de la police, on n'est pas capable d'interroger un témoin. On n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Ce qui est complètement faux. Ben oui, c'est faux. Puis je trouve Très que Christian, faux. je ne veux pas en parler de Christian parce que j'aime pas ça quand parler de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Non. Ce que je veux dire, c'est que Christian, c'est un vœu pieux. Il sait très bien que les scientifiques et les académiciens ne veulent pas travailler. Christian, il m'a déjà... En général, il y en a quelques-uns. Si tu prends un scientifique ou un académicien de côté, tu sais, en privé, il va te dire ça m'intéresse, puis tu sais, c'est ça que je pense. Mais au point de vue public, jamais ça arrivera. Ça n'arrivera pas. Oui, mais le cas de Sainte-Marie de Montnoir, M. Dubru, ou pas, c'est pas... Debrou? Debrou. Ouais. Bon, ben, il était pour, lui. Il était pour... mélange pas les deux choses. Il a analysé scientifiquement. Ouais. Ça, c'était scientifique. Mais moi, j'y ai parlé à part... avant qu'il décède, malheureusement, il m'a dit qu'il croyait au phénomène. Oui. Mais quand il a analysé ça, c'est en tant que scientifique. Oui, mais il te l'a dit en privé. Puis ce que Page, il m'a déjà dit, puis je suis sûr qu'il te l'a dit, il dit, c'est pas l'ufologie qui me tanne, puis le paranormal qui me tanne, c'est ce que le monde en fond. Oui, parce que Christian, il trouve qu'il y a des gens qui prétendent de prendre une méthode scientifique, alors que la méthode scientifique... c'est pas vraiment une méthode scientifique. Autrement dit, les gens disent qu'ils utilisent des appareils pour quantifier des choses, mais ils n'ont pas la formation scientifique pour utiliser ces appareils-là. Parce qu'on sait que... je vais vous couper 2 secondes. Je viens de recevoir un message en texto pour me dire que le mot que je cherchais, c'est dénigrant. Parce que oui, c'est vrai que des fois, il peut avoir une petite tendance à dénigrer quelqu'un, mais c'est arrivé peut-être par le passé sur les ondes de radio où est-ce qu'il était à Montréal. Mais moi, je disais souvent, Christian fait une super... Moi, dans le temps, je disais, Christian fait une super job parce que les sceptiques, elles le trouvent trop croyants, puis les croyants, elles le trouvent trop... C'est vrai. Quand tu es dans le milieu, là, tu fais une bonne job. Moi, il y a juste un petit point que je veux dire. C'est que la communauté scientifique ne prend pour acquis que le phénomène peut se transporter dans l'analyse scientifique. Donc, on la prend, puis on la met dans un moule, et voici, si on veut que ça soit scientifique, il faut que ça réponde à telle chose, telle chose, telle chose. Mais un phénomène qui est conscient, un phénomène qui est qui est un peu volatile, qui est un peu qui évolue avec le temps aussi, a de la misère à rentrer dans la forme scientifique. Ceci dit, il faut qu'on pose la question aux scientifiques, quel est votre but à travers ça? Est-ce que c'est pour le manufacturer
puis le faire de l'argent avec ça, ce qui est souvent le cas des scientifiques quand ils font de la recherche, ou sinon, on l'applique pour le bien de l'humanité. Et là, je fais rapport à ce que François Beaubeau disait, quand il disait, si on pourrait trouver qu'est-ce qui a fait pousser l'herbe à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on préfère pousser des tomates en Afrique. C'est ça que je Mais à dis. qui ça va bénéficier? En tant que scientifique, moi, je fais un maillot, puis je garde ça pour moi. Là. Autrement dit, tu as raison, la science ne se déplace pas s'il n'y a pas de l'argent à faire au bout de ça. Exact. Comment dire, s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas un but commercial, les scientifiques ne se déplaceront pas. J'ai jamais vu un scientifique sur un terrain, à part de mon ami Jean, j'ai jamais vu un scientifique aller sur le terrain d'une enquête sur les ovnis juste pour le fun, juste parce que ça y tente. C'est ça. Et pour revenir à ce que vous dites tantôt, moi, où est-ce que je travaille? Je travaille dans un... Je ne vais pas nommer non, mais je travaille dans un espace où il y a beaucoup de docteurs, des personnes qui travaillent en agronomie aussi. Et j'ai soumis les analyses que François Beaumont m'avait données de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et elle m'a dit, Jean-François, et là, je vais le dire, je suis au courant de ça, mais je ne peux pas parler publiquement. Et ça, je me le fais dire souvent. Souvent, oui. Et ce qu'on dit, ce qu'on ne connaît pas la méthode scientifique, c'est que si on arrive sur le terrain, on s'entend-tu que prélever des échantillons, il ne faut pas être à Papineau pour le faire. Oh, oui, juste souvent, que tu saches on a comment l'impression, ces gens-là, les scientifiques, les académiciens, on a l'impression qu'ils expliquent leur méthode comme si c'était difficile à faire, alors à appliquer sur le terrain, alors que c'est pas vrai, c'est pas difficile à appliquer sur le terrain. L'analyse, qu'est-ce qui est difficile? C'est l'analyse des données quand tu les as recueillies. Oui, mais c'est pas là, notre tu as job, besoin ça. de l'expertise. C'est là que tu envoies ça en laboratoire. C'est pas notre job de faire ça. Ça coûte de l'argent. Puis, essaye de trouver un scientifique qui va faire ça gratuitement. Non, il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Bon, là, oui, mais on en a un scientifique, justement. OK, là, je vais intervenir. Interviens. Oui, j'interviens. Tape sur le jeu. En fin de compte, la critique que la communauté fait envers l'ufologie et même le paranormal, toutes les parasciences, c'est que la donnée de base en ufologie, c'est seulement le témoignage humain. Et puis, on sait que le témoignage humain, c'est il y a faible. des cas. Jacques Vallée a fait une conférence, il n'y a pas longtemps, en France, avec un échantillon qui datait des années, j'en ai parlé ici, qui datait des années 50. Il l'a fait analyser hautement scientifiquement, et il n'y a aucun matériel terrestre connu qui est comme ça. Oui, donc, ça vient d'ailleurs. Bon, mais dans ce cas-là, il faut bien présenter ces dossiers-là, parce que c'est ça, la critique qui est faite, c'est que c'est seulement des témoignages et on peut les critiquer. Oui, on ne sait pas. Mais il y a une façon de contourner ça, mais ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est de monter un projet de terrain d'observation pour prendre des mesures quantitatives. Oui, mais ça le problème avec ça, c'est que... pour ça. Oui. Souvent, les scientifiques, leurs critiques viennent sur les cas. Ah oui, on a expliqué ce cas-là. Oui, mais l'autre, on le sait. Pourquoi tu nous parles des 95% des cas qu'on a déjà trouvé une réponse? Parle-nous des 5% qui n'ont pas de réponse. Trouve-nous une réponse sur les 5% qui sont inexpliqués. Parle-moi pas du cas que je te dis, c'est une lumière nocturne, ou c'est une étoile, ou c'est un phénomène naturel. Je le sais que c'est un phénomène naturel. Fais-moi une enquête ou une expertise sur le 5% d'inexpliqués que je t'apporte. C'est sûr que les témoignages, si on arrive avec l'amorce, c'est un témoignage, mais il faut commencer par quelque chose. Faut pas taper sur la table. On t'entend. C'est poing, poing. Il y a la tante qui fait ça comme ça. C'est une manière italienne. Oui, c'est ça. Jean, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça serait d'autant plus avantageux et important de faire une bonne... On parlait d'échantillonnage pour le bassin de cas, ça serait... Puis je sais qu'Éric Zurcher aussi n'avait parlé. Est-ce que tu trouves qu'on devrait davantage faire de l'échantillonnage de cas avant de commencer à faire une grosse recherche pour essayer d'expliquer les phénomènes ovnis? Bon, on va d'abord comprendre que... Je me ferais peut-être pas beaucoup aimer. Qu'est-ce qu'on appelle phénomène ovni? C'est pas nécessairement un vaisseau spatial extraterrestre. Là. On le dit, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. C'est plate. Ben oui. Moi, je m'en vais. Mais il peut y avoir plusieurs phénomènes distincts qui forment cet ensemble-là. Toi, tu es quand même reconnu pour ton approche sur la foudre en boule, si je ne me trompe pas. Moi, foudre en boule, mais phénomène naturel rare. OK. Parce qu'à travers tous ces récits-là,
Il y a des cas qui vraiment font penser à des phénomènes naturels rares. D'accord. En part de la foudre en boule, il y a ce qu'on appelle les lumières sismiques, les lumières tectoniques. OK. Qui a rapport avec les failles, d'ailleurs. Ouais. On est rempli de failles. C'est pour ça qu'à Québec, on a beaucoup de cas, tu le sais comme moi, de boules de multicolores. Ah, mais tu les as même filmées. Oui, puis la boule que j'ai filmée, là, c'est garanti à 100 000 à l'heure, 100%. Ce n'est pas une boule de gaz ou chose sismique, et même si elle suit le fleuve, parce qu'elle a eu un comportement devant nos yeux, et on a filmé une 30aine de fois, et devant nos yeux, elle a arrêté subitement et tourné en 45-90 degrés pour repartir. Elle avait un comportement identique à tous les... Oui, exactement. Et cette faille-là, on le sait depuis seulement 1980 qui est au milieu du fleuve. Une des grosses régions qui a plus de failles sismiques, c'est dans la région d'Ottawa, Gatineau. Là, il y en a beaucoup. De mini... Comment tu appelles ça, Jean? Des mini tremblements de terre? Des séismes. Oui, mais je serais curieuse de voir dans le coin de Charlevoix aussi, parce qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a des cas d'apparition de ces boules-là? On n'a pas beaucoup de rapports de là, pourtant. Ben oui. Ce qui devrait. Tu as ben, tout à fait raison. Il y en a probablement, mais il n'y a personne pour les voir. C'est peut-être parce que ça se passe dans les montagnes ou dans les bois, et donc c'est ça, exactement. Jean, est-ce que tu pourrais nous expliquer parce que c'est un petit peu bizarre la façon dont ça bouge. Hein? Une foudre en boule, c'est pas, ça peut sembler conscient, comme ça peut avoir un comportement complètement éradique ou juste linéaire. Ou qu'est-ce qui fait que ça se produit, la foudre en boule? Comment qu'on peut... c'est-tu rare, la foudre en boule? Mais la foudre en boule, c'est produit lors d'orages. OK. Donc, on ne sait pas trop le mécanisme. Quand l'éclair frappe, il y aurait comme un dégagement d'énergie qui produirait la foudre en boule. Ça, scientifiquement, il y a plusieurs hypothèses, mais on n'est pas sûr à 100%. Là. OK. Mais j'ai déjà vu des documents qui font mention que la foudre en boule peut entrer dans la maison de gens. C'est possible? Oui. C'est possible. Wow. Ça peut même traverser les fenêtres. Mon grand-père. C'est arrivé en France, oui. Ah, OK. Plusieurs cas, déjà. Donc, ce serait une explication plausible, mais il faudrait avoir tout le temps les mêmes conditions atmosphériques pour être capable d'observer le phénomène. La foudre en boule, c'est pendant des orages ou temps orageux. OK. Les lumières tectoniques, ça se produit dans une zone où il y a une activité sismique. Okay. Ça peut ressembler à la foudre en boule. Mais c'est pas la même chose. C'est pas. Ben, disons, le résultat final est très semblable pour certains cas. Est-ce que ça sera produit par que concernant les boules tectoniques, justement, est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils ont été capables de savoir si c'est chaud? Est-ce que si ça tombe à terre, est-ce que ça brûle? Oui, ça pourrait le faire, mais on a très peu de choses. C'est encore controversé parce qu'on manque de mesures physiques. Là. OK. Oui, on n'a jamais vu de lumière tectonique. Hein? Jean, tu m'as dit qu'on n'a jamais vraiment... ça a été filmé. Tu vas voir sur YouTube. Ça a été filmé. Ouais, c'est Archirard. Ils le disent même, mais ça a été filmé. Il y a beaucoup de mythes dans ce domaine-là. Tu sais, genre... comme la foudre ne tombe pas au même endroit, ne tombe pas deux fois au même endroit, c'est complètement faux. C'est des mythes. Il faut commencer par démystifier les mythes, puis après ça, il y en a beaucoup. Mon ami. J'ai oublié de vous dire tantôt, c'est que j'ai une nouveauté sur mon site Internet où on peut écrire nos commentaires directement sur la page de Zone Parallèle. Arrête donc, Oui, imagine pas donc. D'ailleurs, le site, le lien de l'AQU est sur le lien des pages collaborateurs de Zone Parallèle. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller voir le site en cliquant sur, mettons que vous êtes sur notre page, vous allez voir sur la partie lien, vous allez pouvoir aller tomber sur la page de l'AQU. Qui est très bien fait, d'ailleurs. Oui, puis là, on a maintenant aussi, parce qu'on est en train de la reminder, là, j'ai comme lâché un peu de lousse là-dessus, parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Mais là, on a rajouté des éléments. Il y en a qui peuvent devenir membres de la page. Et il y a une partie texto. Pas texto, mais chat. Oui, on peut avoir des forums de discussion sur ça et seulement les membres peuvent le voir. Ceux qui ne sont pas membres ne verront pas le chat de la discussion. Mais bref, vous pouvez aller faire vos commentaires sur ça, sur la page de Zone Parallèle, ou cette fois-ci, je ne ferai pas ça sur le poster de l'émission, mais sous la vidéo du direct que j'ai fait tantôt avec vous tous, messieurs.
Ceux qui ont des questions pour Ricardo, Jean ou Jean-François ou moi-même, ou peu importe. C'est ça. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les inscrire ici. Et pour répondre à ta question, Ricardo, tantôt, Jean Latour, il a écrit un commentaire en disant « Allô, les gars ». Alors, il nous écoute en ce moment. ça répond. Et ceux qui veulent nous parler au téléphone, si vous avez le temps, parce que les gars, je pensais que les filles, c'était ma mère, mais les gars, ça n'a pas arrêté depuis tantôt. Je peux même pas placer un mot. Bref, ben non, je boude pas, pour vrai, c'est pas vrai. Vous pouvez faire au téléphone au 418-903-5969 et ceux qui sont de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969 ou, le texto, je vous en donne le numéro là. Le numéro, ça? Le 581-500-1196 pour le texto. Alors, c'est tout. Je voulais juste un petit commentaire en passant parce que j'ai oublié de le dire avant de revenir en revenant en ondes. Mais on disait, moi, à part ça, parce que j'avais une question à poser pour Jean Vézina, qui est un petit peu transparent. Depuis tantôt, il a commencé à parler. Là. Oui. Il a sorti de sa veille. il prend des belles couleurs de joues, là, c'est le fun. Tantôt, il est en état de veille, mais là, il est bien réveillé. Je sais qu'il y a un de mes dossiers qui t'a titillé et que tu as fait une étude là-dessus. J'aimerais avoir ta version parce que je te parle de mon cas de la porte dimensionnelle qu'un témoin a vu. Je sais que tu as une vision différente de la mienne, mais justement, je suis ouverte à en savoir. Parce que les théories, là, à date, ce n'est que des théories que nous faisons à date parce qu'on n'a pas de preuves autres que ça. Puis c'est tout ce qu'on peut faire, théoriser. Mais la tienne, ta théorie sur mon phénomène, j'aimerais ça que tu m'en parles. Bon, OK, il faut d'abord savoir que les lumières tectoniques, elles peuvent se manifester sous forme de sphères lumineuses, mais aussi sous forme d'une forme qui apparaît au ras du sol, un peu fantomatique. Mm-hmm. C'est ça, c'est un phénomène de plasma qu'on pense que ça pourrait être. Okay. Ça peut apparaître, disparaître subitement, sortir de terre ou rentrer dans la terre. Tu parles-tu en général? En général, on va en venir au cas lui-même. Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut affecter l'environnement physique? Est-ce que ça peut, mettons, brûler ou affecter des plantes environnantes ou changer la composition du sol? Oui, parce que on n'est pas trop sûr parce que le plasma peut émettre un rayonnement là, qui pourrait affecter la végétation. Donc, une irradiation là, au niveau du... OK. Bon, fait que... Le cas de la porte dimensionnelle, qu'est-ce que le témoin a vu? Il roulait à vélo, puis c'était à Pointe-Platon, le 3 août 2015. Exact. Et puis il a vu comme un rectangle... La mémoire. Wow! Oui, il a pris des notes. Il y en a pas, là, présentement. Lumineux, avec comme une silhouette à l'intérieur. Le rectangle était de blanc brillant, et la silhouette, c'était un blanc bleuté. C'est ça. Il y avait une forme humanoïde d'à peu près 7 à 8 pieds dans la porte. Lui, ce qu'il décrit, c'est comme une porte. Oui. Parce que pour un rectangle parfait, avec un être, vraiment avec la forme à l'intérieur d'un être humanoïde d'à peu près 7 à 8 pieds. Bon, par contre, il voyait ni visage, c'était une forme qui se tenait au centre, puis la porte, c'est comme refermée. C'est devenu 2 traces qui sont parties en diagonale vers le bois et vers le ciel, mais ça a disparu. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est fantomatique. C'est pas quelque chose de matériel, comme c'était une soucoupe en métal qui aurait atterri. C'est ça. C'est vraiment un côté plasma. Il n'y avait pas de soucoupe, en effet. Pas de soucoupe. Je vais dire soucoupe parce qu'on dit soucoupe, là, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses, mais... C'est ça. Fait que, d'après les descriptions que j'ai vues à travers le monde de ces phénomènes-là, ça pourrait en être un aussi. Ça pourrait en être une lumière tectonique aussi. Parce que le témoin a vu ni visage, puis il n'y a eu pas d'interaction non plus. Okay. Donc, il aurait confondu la forme à l'intérieur du rayon pour un humanoïde. Ben, il l'aurait interprété comme un humanoïde. OK. Ben, parce que le gars en question, l'homme en question, a arrêté sur le bord du chemin, puis il le regardait. Puis quand il a vu l'être à l'intérieur, il dit que c'est comme une porte qui s'est refermée sur elle-même. Oups! C'est refermé sur elle-même et ce qui s'est ensuivi de cette fermeture de porte-là, c'est comme 2 tubes qui ont parti vers le ciel au-dessus du boisé. Donc, ça a fait comme 2 rayons. OK. 2 rayons et au-dessus du bois, puis pouf, ça a parti d'une vitesse comme 2 lumières éclair. de LED.
Mais par contre, je sais que j'avais demandé aussi s'il y avait vu un engin quelconque à proximité. C'est négatif. OK. Est-ce qu'il y a eu, au niveau de du magnétisme en fait, à l'entour du phénomène, est-ce qu'il y a eu des changements atmosphériques? Est-ce qu'il a ressenti peut-être un champ électromagnétique? Est-ce que... Il était quand même sur le bord du chemin et le phénomène était plus loin à peu près, je te dirais à 200 pieds dans le petit boisé, en devanture du boisé. OK, donc il est très, très loin. Il ne pouvait pas le ressentir. C'est ça. D'accord. Par contre, le taux de radiation, même s'il restait au niveau de ça ne dépassait pas le niveau de radiation qu'on considère comme de l'arrière-plan. Okay. Il était un peu plus élevé. Un peu élevé, mais sans être mortel. Sans être mortel. Donc, on fait référence au point normal. C'est de combien, à peu près, en termes de radiation normale parce que tout émet un petit peu de radiation. Bon, la radiation normale, en compte par minute, c'est entre 0 et 50. OK. Donc, plus haut que ça, est-ce qu'on doit s'alarmer ou c'est quand même raisonnable? Entre 50 et 100, je dis que non. Là. OK. Bon, mais la valeur mesurée, c'était 26 micro-REM. OK. Mais c'est ça. Donc, mais par contre, aux alentours, c'était plus faible. Oui. OK. En fait, c'était entre 8 et 12, tout le tour. Comme à peu près partout dans ce secteur-là, c'est comme ça, 8 et 12. OK. Il était le seul témoin? Oui. Il était seul, OK. Oui, il était à bicyclette, mais il arrivait sur une trajectoire où il y avait une route qui sortait, mais lui, à chaque fois, étant donné que c'est un professionnel cycliste, là, il a fait comme son arrêt où il a ralenti, parce que quand il voit une route, c'est leur réflexe de ralentir pour ne pas être frappé par une voiture qui peut sortir. Fait qu'en ralentissant, il regardait vers la route, à sa droite, et c'est là qu'il a vu, parce que c'était sur le bord de la route, en fait. Donc, il a vu l'objet disparaître dans le ciel, c'est ça? Il a arrêté tellement raide. Que c'est ça. Il a arrêté sur le bord du chemin. Mais c'est 2 semaines après, en fait, qu'on est allé faire une petite visite sur le site. Jean, d'ailleurs, tu es venu l'année passée avec moi pour faire un avec ton détecteur de métal, au cas où que l'on aurait trouvé de quoi. Il y avait du métal, des résidus, oui. À ma part une botte, il n'y avait rien d'autre. Oui, c'est ça. Il y avait juste une botte. Une plate sur une botte. Là, j'ai vu le reportage. Mais est-ce que la personne avait des lunettes de cycliste comme de couleur? Non. Non, donc aucune lunette. Non, des lunettes comme toi, là. Mais pas de lunettes de, metton, de compétition de décès. Je te dis, c'était le témoin, est-ce que sa respiration était haletante? Est-ce qu'il venait de faire comme on appelle un sprint? Est-ce qu'il était allé rapidement? T'sais? Non, il roulait à peu près 50, 60 km/h normal. Quand tu suis c'est quand même vite, là, mais un coup, tu as une bonne allée, tu as une bonne aire d'allée, ça va bien, là. Ouais. Ça. Il venait je dis 50 à 80 parce que je le sais pas. C'est pas une question que j'ai demandé. Mais la manière qu'il me... Oui, j'ai demandé, mais il m'a pas spécifié en tant que tel. Il roulait. 50, c'est assez rapide. En vélo, c'est un peu trop rapide, oui. Oui, c'est un peu trop rapide. Mais il roulait, mettons. Plus 30-40 à peu près. Oui, peut-être. Je me souviens pas le... Je voulais savoir s'il était fatigué ou il était à bout de souffle ou... il était comme... Vous pensez à une hallucination? Non. C'est pas d'hallucination. Phénomène physique réel. Moi, je pense que c'est un phénomène naturel relié aux lumières tectoniques. Bon, les raisons, apparence fantomatique ou plasmatique, ça n'aurait pas l'air comme des personnes comme nous, là. Mm-hmm. Le changement de forme. Sais-tu, quand on voit un petit gris aussi, on se dit ça, hein, c'est pas le même fait que nous autres quand on les voit, là. Ils n'ont pas le même transformation de 2 traces. Ressemblance avec d'autres cas que j'ai vus. Mm-hmm. Il y a une faille à proximité, la faille de Neuville. Et puis aussi, c'est la structure du phénomène. C'est comme 2 couches. Mm-hmm. Il y avait une couche périphérique, puis le cœur, que le témoin interprète comme une silhouette, là. Mm-hmm. Oui, mais la faille de Neuville, c'est pas le même côté du fleuve? Non, elle est transversale avec la faille de... Okay. Elle croise, en fait, en biais, là, en biseau. D'accord. Elle croise la faille de Logan et la faille de Yamaska qui sont dans ce secteur-là. Mm-hmm. OK. Ah, intéressant. Aussi, la structure en 2 couches, c'est que pour la foudre en boule, parce que vu que c'est un plasma aussi, les gens observent parfois qu'il y a comme un cœur au centre, puis une couche périphérique. Là. OK. Donc, un genre de noyau. De noyau. Peu importe la forme, là, mais un noyau qui serait à l'intérieur du phénomène en tant que tel. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il a vu? Vu que c'était plus allongé, rectangulaire,
le cœur va être plus allongé. Puis si, à côté pareidolie, là, quelqu'un interprète une forme, Exact. Comme qui aurait les pu nuages. interpréter ça comme ça. Là. Ouais. Ça, c'est L'entité un- qui décrit, moi, ça ressemble beaucoup à plusieurs entités que des témoins ont déjà décrit dans d'autres histoires. Parce qu'il y avait comme des espèces d'électrochocs à l'intérieur, là, de l'électricité à l'intérieur de l'entité. Là, comme... OK, oui, je sais lequel tu parles, quel type, là. Mais lui, ce qu'il décrit, étant donné que la porte était d'un blanc, mettons comme un blanc cool white d'un tube fluorescent, là. Je vais mettre ça au daylight, là. Non, cool white. Ouais. Et que je mets un être devant ou dedans qui est un petit peu plus daylight, avec un thème légèrement bleuté. Il ressort du carré Donc, ou il du pouvait rectangle. dessiner la forme C'est ça. de l'entité C'est ça. Il dit que ça avait de l'air vraiment comme un corps humain normal. de 7 pieds, Oui, à peu près. 7 à 8 pieds. C'est ça. Ça n'avait pas des plus grands bras qu'un homme. Tu sais, ça avait les proportions humaines, mais très grandes. Mais il n'a pas vu de bras comme tel. C'est vu. Oui, il a voyait vu les le bras. silhouette. Il voyait les bras de chaque côté. Les bras, la tête, le tout. Mais c'est pas facile non plus. Non, Moi, j'ai pas fait facile. un dessin, genre avec mon ordinateur. Je suis tellement pourri là-dedans. Là, pour faire des petits bonhommes. Moi, ça sortirait des bonhommes allumettes là-dessus. En peinture, je serais bien bonne, par exemple. oui, là, ben oui. mais pour ce qui est de faire un dessin sur logiciel, là, ou- Ah, des fois, c'est pas ça facile. Et à la Mais c'était une distance- silhouette, donc. Il a vu une oui, silhouette oui. de 7 pieds. Oui, avec les jambes, les bras, la tête, tout. Là. J'aime ma question, c'est lumière tectonique, si ça peut avoir 7 pieds de... Ah, il n'y a pas vraiment de De limite. dimension? Y a-tu eu des cas répertoriés de lumière tectonique qui avait cette grandeur-là, dimension-là? Oui. C'était pas exactement la même Au Canada forme, ou là. ailleurs? En France, Canada, comme... Puis ils ont disparu dans le ciel. Est-ce que c'est arrivé, ça? Des fois, ça disparaît au ras du sol, mais c'est parce que ça s'est comme transformé. C'est-à-dire que la porte se fermait, puis c'est devenu deux traces. Donc, ça s'est comme... Mais disparaître dans le ciel, comme Carole a dit. Là, Moi, mais le gars a dit que les ça objets sont n'a pas disparus. volé longtemps. C'est comme estompé. là. Ça a fait... là, je te fais un dessin. 45 degrés. Les là. jeunes nous voient pas à la Non, ça n'a radio. pas là. disparu dans l'espace. Là. Non, ça a fait comme ça, au-dessus du boisé. Et ça a parti... Ils les ont vus monter, puis Oui. disparaître Ça a levé, au loin. ça a levé droit pour tourner en 90 degrés. Donc, il y a eu une manœuvre à ce niveau-là. C'est ça, et disparaître. Et ça a comme survolé au-dessus du boisé. Ah, ok. Et je me pose une question, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. À l'endroit où est-ce que le cycliste était, il a interprété la grandeur à 7 pieds, Ben, il disait que ça avait environ 7 à 8 pieds. de où est-ce que lui y était. Oui, c'est ça. Donc, parce si que ça la avait hauteur, rapproché, c'est ça. la forme ou l'entité aurait été plus grande, c'est ce que je comprends. Ben, l'être avait 7 à 8 pieds selon lui. Donc, dans une porte, ça arrivait comme un petit peu, pas kiff-kiff, là, mais la porte était un petit peu plus grande que lui-même. Donc, OK. Donc, il figure que c'est une porte normale de 10 pieds à peu près, puis l'être était de 7 pieds environ. à peu près. Mais il était à 200 pieds du phénomène. C'est ça. Mais pour savoir la hauteur, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur l'emplacement même. OK. Et il y c'est avait là des où est-ce arbres. c'est là où est-ce qu'on a fait le relevé du niveau de radiation OK. avec notre détecteur Radex. Qui était Et- plus haut, hein, c'est ça? Oui, c'était plus haut à cet Pas mal endroit-là plus haut. et à la largeur d'à peu près ce qui définit comme grandeur de porte. Il y avait un point de Ah, c'est référence. Il y avait des intéressant. points de référence, c'est ça. Ouais, Fait que, c'est- est-ce que les lumières tectoniques laissent des traces? Oui. En fait, compte, indirectement, il y a un cas de foudre en boule qui a traversé une fenêtre. Ça, c'est spectaculaire. Comme dans Tintin. Oui. Et les gens ont Pour mesuré, illustrer. Hein? parce que la personne disait que la fenêtre est devenue jaune, puis on mesuré, celle-là, c'est par fluorescence, que la foudre en boule devait émettre des rayons X. Là. Rayon X. Oui. Attends, tu parles répète ce que tu viens de dire. Il y a eu la... C'est un cas de foudre en boule. Oui. Que- Tu parles de fluorescence. C'est ça, non, j'ai compris? elle a traversé la fenêtre. Mais quand elle a traversé la fenêtre, le témoin dit que c'était comme jaune. OK. Mais lui, il travaillait, c'est un scientifique. Il OK. a fait analyser sa fenêtre par fluorescence. Et puis il y avait une trace, une rémanence, comme si le phénomène avait émis des rayons X. Là. OK. Donc, théoriquement, on aurait pu avoir des résidus prélevables d'une certaine poudre ou autre. Mais là, c'est le verre qui est affecté. OK. Elle a traversé sans casser le verre. Non, elle a traversé sans casser le verre. C'est ce que je comprends. Wow. OK, parfait.
OK. Je voulais L'herbe juste a-tu être sûr. changé, Carole? L'herbe était-tu changée quand tu es allé sur le terrain? As-tu vu une différence? En fait, il y a un champ où ce qu'ils font pousser c'est-tu de l'orge? Je ne sais pas c'est quoi le truc. Tu te souviens-tu de ça, toi? Je me souviens pas. Peut-être du blé, en tout cas. Quelque chose, hein? Oui, c'est ça. Quelque chose. C'est ça, ben oui. Mais au fond, il y a une partie où c'est vraiment la terre. Et c'était séché, craquelé. À cet endroit-là, directement où c'était encore plus sec. Comme poudreux? C'est du blé. Ouais, et sur les arbres, il y avait ce qu'on croyait être un champignon. C'était une poudre blanche. On s'est demandé, coudonc, ça doit être un champignon. Pour moi, l'arbre est en train de pourrir de bout. Mais c'est bizarre parce que j'ai comme pas porté attention à cet élément-là sur le coup. Mais je touchais l'arbre, c'est comme une poudre, vraiment, là, ça restait sur nos... Je dis ça doit être quelque chose que j'ai jamais vu. Tu sais, je suis pas une scientifique, j'ai pas... Herboriste. En plus. Ouais. Et donc, j'ai pas toutes les connaissances non plus, mais tellement d'affaires que... Je suis content de voir qu'il y a eu, tu sais, on essaie tout le temps de chercher des évidences sur le terrain. Tu sais, moi, je m'amuse souvent à dire à tort et à travers, puis je me fais accuser un peu partout de dire ça, de passer les sites comme une scène de crime. Pour moi, c'est important d'être aussi minutieux sur le terrain qu'une scène de crime. Et je suis content de voir que ce phénomène-là a quand même agi sur l'environnement et qu'il y a quand même une certaine donnée de base avec quoi qu'on peut travailler. Moi, c'est ce genre de choses-là qui m'intéresse. Ben, c'est important parce qu'on a tellement rarement des bons cas comme ça qu'il faut appliquer une bonne rigueur et une bonne méthode sur le terrain quand ça arrive. Parce qu'il n'y en arrive pas toutes les semaines. Là, non, c'est ça. Non, c'est très rare. Et la qualité de données, c'est ça que je disais souvent, c'est que la seule chose qu'on peut bien faire sans aide des scientifiques, c'est faire un bon travail de prélèvement terrain. Donc, avec au moins les données qu'on peut avoir, ben, au moins, c'est un bon début, là. Mesurer, prendre des photos. Oui, c'est ça. Puis de bien le faire, là. Donner des bons points de référence, des scales, prendre les températures. Puis au moins que si on a à donner ça à un scientifique, au moins, lui, il va être capable de l'ouvrir puis comprendre le langage. Là, au moins ça, tu sais. C'est le fun que Jean nous parle de son projet, puis de son projet d'orthothénie qu'il a fait au début des années 80. Oui. Mais là, avant, il faudrait parler encore ce cas-là. L'autre raison pourquoi je pense que ça pourrait être un phénomène naturel, style lumière tectonique. Vas-y, on t'écoute. C'est que, en 2015, à l'AQU, on a eu environ 420 rapports. Mais là, comme Ricardo a expliqué, la majorité de ces rapports-là, c'est des cas aériens explicables. Mais sur ce nombre-là, il y en a eu 8 très étranges, puis il y en avait 2 de phénomènes lumineux observés au ras du sol, apparence plasmatique, très près du témoin, qui n'a pas vraiment d'explication banale. Là. Fait que ces cas-là, c'est le Sadadov d'Howard en 1er mai, et Saint-Justin le 10 août. C'est comme Michou Kaku a déjà déclaré à la télé, c'est qu'on a les modèles, on applique nos modèles sur les cas d'OVNI, les 420 comme Jean dit, on les applique, on s'aperçoit qu'il y en a à peu près 95% qu'on a expliqué, donc il reste quelques cas. Puis là, les gens viennent nous voir et disent, comment ça fait que vous savez ça? Ben oui, parce qu'on a des modèles, on le sait. On applique ces modèles-là sur ces cas-là, puis on sait que c'est des cas qui sont expliqués empiriquement. Il reste des cas intéressants, comme Jean va raconter, qui restent à expliquer, puis c'est ceux-là qu'on veut que la science nous trouve une explication, pas ceux qu'on a déjà expliqués. Là. Bon, fait que celui de Sadadov d'Howard, le 1er mai, qu'est-ce qui était observé? C'était une forme lumineuse au ras du sol. Ça n'avait pas une forme définie comme telle, ça changeait de forme toujours. C'était vert, fluo et rouge. Les deux couleurs. Ah. Oui, puis ça serpentait, que ça n'avait pas de forme, puis c'était à peu près 3-4 pieds de diamètre. Puis après 2 minutes, c'est disparu sur place. Wow. Ça, c'était à la tombée du jour, il faisait encore clair, au ras du sol. Fait que le deuxième, c'est à Saint-Justin, le 10 août 2015, donc 7 jours après celui de Pointe-Platon. C'était une boule verte qui est sortie de terre. Elle est restée pendant une minute, elle a éclaté avec un éclair blanc. Wow. Puis il y a eu comme des petits carrés lumineux qui se sont déplacés vers la droite après le témoin. Puis ça a généré une deuxième boule verte qui est sortie, qui tourne, puis il dit que les petits carrés tournaient autour de la sphère. Puis ça a éclaté aussi avec un éclair blanc. Puis quelques minutes après,
Il y a eu comme une odeur de soufre. Ah, tiens donc. Ça, on entend ça souvent. Ouais, ça revient souvent, ça. Ouais. Bon, moi, ces deux cas-là, je les ai enquêtés à chaud, là. OK. Mais malheureux, j'ai même suggéré de monter un projet tout de suite sur place. On va s'installer avec des caméras puis l'instrumentation. Ben oui. Ah, c'est intéressant, ça. Mais les gens ont dit non, t'es trop sceptique, toi. On veut pas collaborer. What? Sérieux? Oui. Voyons. Parce que Saint-Adolphe d'Hawaï, c'était le cas où il y avait eu, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, ça avait passé à Denis Lévesque, le journaliste. Puis Jean Cazot avait critiqué le journaliste qui était allé là-bas, qui n'avait pas pris de photos, rien. Oui, j'ai entendu. Puis, Ouais. C'est ça. Puis il y avait eu comme 500 personnes qui s'étaient déplacées là-bas à Saint-Adolphe pour voir le phénomène. Puis ce qu'on a su, en tout cas ce que j'ai su, que c'était un phénomène commercial. C'est quoi? C'était un ballon commercial, je pense, quelque chose comme ça. Il y a eu plusieurs phénomènes distincts, là. Il y a eu ce cas-là, d'après moi, qui est excellent. Mais il y a eu le cas de Saint-Adolphe d'Hawaï. Il y a eu des triangles dans le ciel. Ceux-là sont plus... ça j'ai quelqu'un qui habitait dans ce secteur-là. Il a pris des photos. C'était vraiment un triangle avec des lumières rouges. Mais ça, je l'ai exclu. J'ai pris juste celui au ras du sol, parce que quand on fait des statistiques, il faut vraiment être très strict sur le critère de sélection. Bien, c'est ça, parce que ça peut être humainement... tout engin peut être fabrication humaine. Tandis que le phénomène lumineux, non. Il y a des affaires tantôt, comme tu as dit, parce que tu es sceptique. Non, regarde, moi aussi, des fois, je me fais revirer de bord. Oui, puis tes espèces de théories. C'est parce que c'est vrai qu'il y en a qui confondent tellement la chose puis qui n'ont aucune connaissance de quoi ils parlent. Ils sont tellement certains de voir un ovni quand moi, je sais que ce qu'ils ont vu, c'était une boule avec du... Tu vois, tu emploies le mot ovni, je voulais juste revenir là-dessus quand on a parlé. C'est que le mot ovni, à l'origine, c'est objet volant non identifié. Mais aujourd'hui, avec la culture d'aujourd'hui, le mot a transcendé le phénomène. Autrement dit, les gens, quand ils parlent d'ovni, ils parlent d'engins extraterrestres. Ils parlent pas d'ovni. Non. Parce que le mot a transcendé le phénomène. Nous, on sait que c'est un objet volant non identifié, ça peut être n'importe quoi. Mais les gens, quand ils racontent leur cas, ils parlent d'ovni. Pour eux, dans leur tête, ils font la connexion. Égale. C'est pas ça, c'est un ovni, c'est un engin extraterrestre. Pour eux autres, c'est ça. Pour la culture populaire, ça transcende. C'est ça, mais non, un ovni, c'est juste qu'on n'est pas capable de l'identifier. Ça peut être humain. Et je me bats à dire ça. Et je passe pour une sceptique à cause que je dis ça. Hey, objectif, pas pareil. C'est ça. On peut pas mélanger sceptique et objectif. On est objectif, nous autres. Sur cette objectivité-là, je suis obligée d'aller à la pause, même qu'on est en retard de quelques minutes. Sur la pause. On vous revient tout de suite après. De retour en studio avec les gens de l'AQU. On parlait il y a quelqu'un aussi qui m'a écrit, qui m'a posé une question sur le chat et qui demande si vous avez des cas d'enlèvement, de 1. Et de 2, il y a quelqu'un qui me demande s'il y a une différence à faire avec la foudre en boule et les flashs tectoniques. Oui, fait que la foudre en boule, ça se produit pendant les orages ou un temps orageux. Oui. Les lumières tectoniques, pas nécessairement. Ça peut se produire dans une zone sismique sans être associé à un tremblement de terre en particulier. Mm-hmm. Il y a aussi des vraies lumières sismiques qui produisent vraiment pendant un tremblement de terre. Mm. Ça peut être un flash au ras du sol, illumination du ciel. Il peut y avoir des sphères lumineuses aussi ou des éclairs. C'est comme un peu l'électricité statique qui est générée par les roches qui s'entrechoquent. Tu sais, comme une pierre de feu, là. Il y a une tension. Justement, c'est Chantal qui dit ça, qui a même donné l'autre fois l'exemple de 2 pierres qu'on cogne qui fait des flamèches. Oui, on peut le faire à la maison avec 2 morceaux de quartz. Oui. Ou même... ah ouais? Oui. Ça va allumer dans le noir, sans savoir de quoi? 2 cristaux de quartz qu'on frappe ensemble à l'obscurité. Ça va produire un flash. Je l'ai produit, je l'ai fait. Ça il y a une sorte de champignon qui s'illumine aussi. Oui, ça, j'ai entendu ça. Ça, c'est différent. Donc là, on va revenir encore sur le cas du 3 août pour conclure. La dernière caractéristique, c'est que le cas du 1er mai, du 10 août et du 3 août, si on les met sur une carte, sont alignés.
Oh, ça, je pense que ça va nous emmener vers ton étude d'orthotechnique. Oui, c'est pas un alignement parfait, mais statistiquement, il est significatif. Est-ce que ça suit comme une faille ou... Ça, on ne sait pas trop. Okay. Ça, parce que, le travail d'Aimé Michel sur ce qu'on appelle l'orthothénie, des alignements, ça a été démoli, malheureusement. Même lui, il l'a contesté à la fin, avant qu'il meure. Là. Il dit, je me suis probablement trompé. Oui. L'idée qu'un phénomène puisse s'aligner... Géographiquement, ça a un certain sens. Puis ça emmenait ça vers où? Là? Pas le Mont-Saint-Hilaire, toujours? Non. OK. Je dis ça parce que c'est facile, là, je sais. Que là, j'en en venir au projet d'observation. Moi, quand je me suis intéressé aux ovnis, d'abord, je voulais chercher une méthode de prédiction. De prédiction? Oui, pour choisir des sites. Phénomène ovni. Pour choisir des sites d'observation. Oh, OK. Et c'est là que j'ai fait le travail de l'orthothénie au Québec. Là. OK. Bon, c'est... Je l'ai chez nous, c'est très intéressant. Oui. C'est sûr, maintenant, après tant d'années, oui, encore de quoi de bon là-dedans. C'est peut-être une approximation qui est grossière, mais il y a quoi de bon encore au point de vue de la récurrence. Et c'est là, pour faire ces cartes-là, il fallait que je lise vraiment chaque rapport pour le localiser. Puis c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de cas, ça a vraiment l'air d'un phénomène naturel. Boule de lumière qui apparaît, qui disparaît, forme qui apparaît au ras du sol. Et ces cas-là sont récurrents. Quand ça se produit à un endroit, il y aura des bonnes chances que dans les jours qui suivent, dans la même région ou même exactement à la même place, ça va se reproduire à nouveau. Donc, on pourrait, avec certaines données, se déplacer sur le terrain en espérant en capter un. Oui. D'où le projet que j'ai monté. Parce que tout ce que j'expliquais, l'alignement, 7 jours après, 7 jours d'écart en 2 cas, c'est très beau. Mais c'est pas encore assez. Ça prend vraiment du tangible, du concret. Fait que le projet de terrain, c'est quand un cas de ce type-là se produit, c'est d'aller au même endroit, attendre, il y a des bonnes chances que ça se produise encore. Peut-être pas exactement de la même forme, mais de phénomènes étranges, lumineux ou semblables. Là, ça prend des bonnes caméras, des instruments, mesure du champ magnétique, mesure de la radiation, un comptage de gel. Il fallait quasiment que tu te fasses, je dis ça de même, là, ça mettons qu'on trouve un petit peu de financement, puis qu'on se fait des petites boîtes, comme des boîtes météo, là, mais qu'on s'en fait une, genre, pour observer ton phénomène avec, un appareil pour prélever les températures, des petites caméras toutes reliées, peut-être Wi-Fi à quelque part. Est-ce que ça serait possible, admettons, d'organiser ce projet-là pour pas que ça coûte trop cher, puis qu'on fasse une évaluation peut-être sur un an? Ça veut dire comme un mini S-Dalen au Québec? Oui, quelque chose dans ce genre-là, vraiment de base, parce qu'on s'entend-tu que ça peut coûter des prix de fou, mais juste pour essayer de valider si on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Fait que là, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais parler du projet S-Dalen en Norvège. OK. C'est qu'en Norvège, au début depuis plusieurs années, ils observaient comme des phénomènes lumineux, des boules, puis on décide de monter vraiment un projet scientifique. OK. Ils ont installé une station d'observation au début des années 80 dans le but de filmer et photographier le phénomène. Est-ce que ça a donné des résultats? Malheureusement, c'est ambigu. C'est toujours photographié de très loin. OK. Puis la caméra qu'ils utilisaient à l'époque n'était pas de grande qualité. Oui, mais là, il y a présentement un site que j'ai déjà mis sur mes pages où ce que tu le vois live, là, tu le vois en direct. Oui, il y a eu des phénomènes qui ont été photographiés à S-Dalen. Ah oui, il y en a plein. Ça prendrait, mais c'est pas revenu, de près et de faire des triangulations. Là. OK. Donc, il faudrait trouver le sweet spot au Québec, comme on peut dire en anglais. Sweet spot. Des ovnis, s'installer là pour observer le phénomène. François Bourbeau, dans le temps, disait que la meilleure place, c'était au coin de la 20 et de la 158. Ah, ben moi, je te dirais dans mon coin chez nous. Ouais, parce que c'est fou, là, le nombre de fois que des observations qu'il y a là. Mais justement, la dernière observation qu'on a faite, et justement, tu viens de dire, François, la journée qui est venue ici, le 22 septembre dernier, on a été... dans leur rang 2 en sortant de l'émission, en fait. Ah oui? Avec François? Non, François, il avait sa conférence qui se donnait. Mais moi, je ne pouvais pas. On avait un souper de famille. Nous, on s'est en allé là et on a vu un cigare très, très stable
qui est resté là au moins 5 minutes. En tout cas, le temps qu'on l'ait vu. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu étais là? Je le sais pas. Au début, je pensais que c'était des ballons à l'hélium. Ouais. Tu sais, en aluminium, mais c'était pas ça pantoute, là. Mais après, ce soir-là, à la vitesse que ça a parti, c'est clair que c'est pas une balloune. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait vu le phénomène? Tu t'avais pas demandé à quelqu'un? On était 5. Ouais, on était 5 sur les lieux à le voir. Et ça s'est en allé en direction sud-ouest. Et j'étais en train de parler avec quelqu'un qui était à Victo. Puis je dis, check dans ton coin, dis-moi, puis c'est un autre enquêteur. Ouais. Je dis, moi, si tu vois quelque chose qui s'en va dans ta direction parce qu'il vient de sortir d'ici quelque chose d'assez intense. Mais ce soir-là, on a vu des boules que je qualifierais entre 8 à 10 pieds de diamètre. Il y en avait 3. Et ça l'a interagi avec mon pointeur laser. C'était au-dessus du fleuve, crois-le non. Jean, c'était vis-à-vis où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu 2 grands gris, où est-ce qu'on a étudié pour le poisson. On y a été, ça. Oui, c'est ça, exactement dans la même place, sauf qu'au lieu d'être au bord du fleuve, c'est au-dessus du cap. Wow. Il n'y a pas de maison dans le secteur, c'est vraiment un petit boisé, puis après ça, c'est le cap, puis c'est l'eau, là. Tu peux pas... Je me rappelle très bien parce que François avait sa conférence avec Cédric Pavanché à Québec. Ouais. Et moi, j'avais couvert l'événement avec lui. Au niveau de la technique, j'avais filmé. Et je me rappelle, dans la voiture, tu m'avais envoyé un texto. Même, je pense que tu m'avais appelé. Non, tu m'avais texté pour me dire que tu étais en train de faire une observation. Ouais. Je me rappelle. Ouais. C'est ça. C'est ça. On était là. Puis on capotait parce que 2 fois, ça l'a interagi. La première fois, j'ai fait un clic à gauche. Pouf! Où est-ce que j'ai allumé le pointeur laser? Il y a une autre boule de la même grosseur qui s'est allumée, exactement identique. Toute boule, même grosseur, là. Ça s'est allumé instantané. Puis après ça, je dis, Alain, t'as-tu vu ça? On était 3, là. Puis je dis, t'as-tu vu ça? Ça se peut pas. J'ai rallumé, mais de l'autre côté, puis pouf! Un autre boule. Hey, wow, là. Là, je suis venue pour chercher mes appareils. Pas capable de filmer parce que le temps que mon espèce d'engin s'allume, parce que je la laisse pas ouverte tout le temps, les batteries se vident. C'est ça. Le temps que ça essaye de s'allumer, je dis l'engin parce que les 3, maintenant 5 lumières, ont descendu en bordure du fleuve. Ils ont descendu en bordure du cap en même temps, puis on les a perdus de vue. Fait que je n'ai pas pu le filmer. Ça, c'est plate en tabarouette. Rappelle-moi, Carole, que j'ai une question paranormale pour nos amis plus tard, mais Jean, à écouter Carole, est-ce que tu trouves que ça serait probablement pertinent de développer un projet comme ça pour venir l'établir ici, peut-être dans Port-Neuf, parce qu'il y a beaucoup d'observations. C'est ça aussi. Plein d'observations. Oui, Port-Neuf de Nakona, c'est en face à tu- Sainte-Croix. C'est tout le même secteur. Il y a beaucoup de... Oui, ça vaudrait la peine. Et c'est là que Tout ce qui les... permet d'avoir des mesures quantitatives vaut la peine. Tu vas être content de savoir ça. Pas de problème. Oui, tu vas être content de savoir ça, Jean, parce que, en fait, la faille de Yamaska et la faille de Logan se croisent vers le fleuve, exactement où est-ce que nous, on a vu... Que les phénomènes se passent. C'est ça. Les grands gris ont été vus drette sur la... Drette. Et ça, c'est québécois solide. Excusez les Européens qui se demandent qu'est-ce qu'elle dit là. Je dirais que c'est... Directement sûr. Mais c'est quoi ce délire? Ouais, quand même. Des grands gris, des petits gris, des grands gris maintenant. C'est Oui, ça? oui. On a vu des grands gris. Oui. Des grands gris, C'était-tu comme les entités qui ont été vues à Lagache ou des insectoïdes? Ou, Non, ça avait l'apparence vraiment comme les grands gris. C'est le typique, là, avec les typique grands gris, bras. là. Oui, OK. c'est ça. Mais grand, à peu près 6 pieds de haut. Là. Il y en avait un qui était accroupi au sol, en train de regarder, il jouait dans le sol. Puis c'est drôle parce que ça correspond tellement à ce que les griffes qu'on a vues. On a trouvé ce qui ressemblait 3. à des traces de griffes à 2 places différentes. C'est ça, à 3 doigts. C'était des prélèvements, là. Oui, 17 On a les centimètres. photos, on a ton instrument là, Oui, que le t'avais, détecteur là, de radon, Radex, ça montait, je pense, c'était... qui montait là, puis pas ailleurs, là. C'est assez spécial. Ben, comme que moi, j'ai écrit souvent, c'est où le meilleur cas qu'on n'a jamais enquêté de choses dites paranormales, ou c'est une suite de coïncidences qui a fait que c'est un beau cas pareil. C'est un beau cas. Mais encore, on mais sait tout pas était si- là. Et il y a la mutilation de poissons. Ben oui, parce que- qu'on n'a jamais retrouvé. Non, parce que Jean a trouvé le poisson. Il dit, Carole, viens voir. Qu'est-ce Parce qu'il y a là? que c'est les organes. On a les photos de qui ça. manquent. On a les photos de ça. Puis je regardais le un gars peu. qui est disparu,
Ouais, ben tu vois les traces à terre. Le gars faisait du jogging. Un grand gars, moi je suis poli, je lui dis salut. Non, typique. Un air bête. Fait que là, on voit, nous, lui, il continue. Nous autres, on continue, mais tranquillement, parce qu'on enquête, excusez, je me bats avec le fil. Et là, à un moment donné, on voit les traces du jogger dans le sable. Il tourne. Tu vois les traces qui tournent. Puis à un moment donné, bang, plus rien. Plus rien. Pas à gauche, pas à droite, pas en avant, rien, là. Tantôt, je t'avais demandé... C'est toujours du sable, là. Ouais. Tantôt, j'avais demandé de me rappeler pour l'histoire paranormale. C'est direct ça que je voulais dire parce que si on regarde les similitudes, là, OK? Bord de l'eau, humanoïde, personne qui n'a pas d'affaires là vraiment, qui disparaît. Est-ce qu'il vous a parlé? Non. Okay. Ah non, moi, j'ai dit salut parce que je suis poli. Okay. Ma mère m'a bien élevé. Et il m'a pas répondu. Il m'a regardé d'un air que. Oui, juste avec un signe de tête qui faisait comme tu fais ici. C'est ça. On peut l'interpréter comme on veut, mais il n'a pas été engageant. Il n'y a pas eu d'interaction. Non. Zéro pin barre. Si on regarde la similitude avec le cas de l'humanoïde de Longueuil, un humanoïde, 7 pieds, encore sur le bord de l'eau. On cherchait des preuves. J'ai trouvé une sorte de boule. Ça tombe beaucoup plus dans la paléontologie. Là. C'est un fossile, mais il est vraiment drôlement fait. Là. Ça n'a rien à voir avec le plancton de l'époque du Dévonien. Là, mais je veux la photo. Je vais t'envoyer ça. Oui. Et puis, mais c'est drôle de voir qu'il y a encore une fois un individu qui est sorti du camping truck, qui est venu nous voir, qui nous a dit « Vous cherchez des ovnis? » Nous, on s'est regardé. Comment il fait pour savoir que il savait pas ça. Ouais, il est pas supposé. Puis le gars, il pleut. Ah, tiens donc. Et voilà. Ben, c'est comme nous autres avec notre poisson. Ben oui. Poisson, parce que le poisson était là, puis on a continué, puis j'ai dit, en revenant, on va le ramasser, parce que moi, je voulais faire une étude là-dessus. Puis là, on parle, on jase, mais moi, je regarde tout le temps à terre. Puis quand on est arrivé proche du camion, j'ai dit, le poisson, il est où, Stéphie? Après, pas de poisson, disparu. Une chance que je l'ai photographié. C'est ça. Mais vous voyez, c'est bizarre parce qu'il y a toujours des affaires comme ça qui se passent dans des semblent bizarres. Exact. Peut-être on peut l'interpréter comme qu'on veut. Je sais pas. Ah, mais Jean, moi j'ai une question pour toi. Ton travail sur les lignes, là. Oui. J'oublie le nom, là. L'orthothénie. L'orthothénie. Est-ce que c'est public? Est-ce que le monde peut le lire? On l'a juste fait 75 exemplaires. Est-ce que je peux le mettre, moi, sur une de mes pages, ou pouvez-vous le mettre sur la page de l'AQ? On pourrait le rendre accessible, parce que c'est Jean l'auteur, donc c'est lui qui décide si c'est accessible au public ou pas. Est-ce que tu le rendrais public? Il reste 3-4 copies, je pense, Jean. T'as pas l'air sûr, là? Attends, je vais sortir mon gun. Repose la question. C'est une farce. On fait pas aucune pression, on ne menace pas personne. C'est sûr que si Jean décide de le rendre public, pas de problème. Ben, si, mettons, moi puis Jean, on voudrait... Ce serait intéressant. Est-ce qu'on préfère la demande pour... Moi, ça m'intéresserait de lire, là, personnellement. Là, ça a un bon travail, quand même. Là. Il n'y a pas l'air à vouloir. Il n'y a pas l'air à vouloir. Vous ne le voyez pas, vous autres. Nous autres, on le voit. Il y a un gros sourcil qui fonce par en haut. Oui, c'est ça. Il y a la baffe qui sort. Là. Non, mais pourquoi est-ce que ça serait pas public? Genre, parce que là, c'est comme si ça donnait du moulin à un certain groupe que je nomme jamais, puis qui dit « Vous ne dites jamais rien. » ça dépend du but. C'est ta gang-là. Là, ouais. Ça dépend de notre but. Nous, notre but, c'est de comprendre le phénomène puis de l'étudier. Aussi d'informer les gens, mais ça, c'est plus un travail que Jean fait au début des années 80. C'est un travail personnel. C'est à lui à décider s'il veut le rendre public. Ouais. Mais moi, je souligne quand même ce travail-là parce que, tu sais, même si, admettons, il y a des erreurs ou quoi que ce soit, juste le fait que tu aies pris ton temps, que tu aies travaillé, tu as été sur le terrain, tu as travaillé beaucoup pour la communication. Moi, c'est un gros rapport, là. Hey, c'est quelque chose. C'est pas rien, là. Hey, bravo, là, parce que, tu sais, moi qui aime pas les. Moi, je suis un gars de terrain. Demande-moi pas de faire des rapports, là. Fait que, tu sais, je te lève mon chapeau parce que il faut du monde comme toi. Puis les heures de travail que vous pouvez mettre là-dedans, moi, je vous lève mon chapeau, puis sérieusement, bravo. Peut-être que Jean pourrait le présenter, mais en ajoutant une mise à jour d'aujourd'hui. Oui, absolument. Avec quelques schémas.
pour dire au monde, parce qu'on peut pas être partout, là. Si quelqu'un sait qu'il y a à tel endroit qu'il y a des risques que ça leur vienne, ben crime, si quelqu'un est proche et qu'il sait, il va peut-être traîner son cellulaire, son Kodak. Puis mettre peut-être une bonnette de diffusion de la France, on pourrait les faire commander ici. Donc là, non seulement on pourrait le photographier avec cette petite plaquette de diffragmentation-là, mais avec l'information de la couleur, on peut en connaître la composition éventuellement. C'est pour ça, moi, que je suis pour la collaboration. Tu le sais, moi, je travaille avec Carole, j'ai travaillé, je suis pour vous autres, j'ai travaillé avec Jean Cazot, j'ai travaillé avec Bourbeau, Page. Collaboration, c'est important. Là, je suis avec Olivier de Sedona. Okay. Il vient de m'envoyer les résultats du cas du sol de Valençol. Oh, intéressant, ça. Plus trois autres cas qui ont été analysés scientifiquement. Là, c'est des vingtaines, des trentaines de pages. Ah oui, c'est du dossier. Donc là, moi, je suis rendu avec 5 analyses scientifiques. Fait que quand on dit que les scientifiques s'en mêlent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Il veut juste pas trop s'avancer. Mais plus que ça va. Mais je comprends qu'individuellement, quelqu'un qui a jamais vu quelque chose, t'as bien beau dire je crois aux fantômes, si tu n'as jamais vu, c'est pas comme si t'en as vu un. Les ovnis, c'est la même affaire. Quand que tu te retrouves avec quelque chose qui est grand, comme 5 terrains de football au-dessus de ta tête, puis que tu le vois, tu te dis tabarouette, oui, ça existe. Ricardo, moi j'ai une question pour toi. À la lumière de ce qu'on vient d'entendre avec les théories de Jean, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être reconsidérer ou réinterpréter la définition du mot ovni? Parce que si, admettons, ça prend plus la forme d'une boule énergétique, est-ce qu'il faudrait peut-être pas, en tant qu'ufologue, de revisiter ou réinterpréter la définition propre du mot ovni? Ouais, parce qu'on n'en a plus là, sur avec du pan, le phénomène. Oui, mais c'est parce qu'on n'en a plus vraiment là, de l'ovni, boats and notes, là, comme on dit. Là, ça, c'est les années 60, 70. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'on repense le mot ovni un petit peu? Est-ce qu'on est rendu là? Moi, je pense que tergiverser sur le mot ovni, on perd notre temps. Ou dans sa définition physique. Sur la définition, on le sait, objet volant non identifié, ça englobe tout. Est-ce que ça peut être un phénomène naturel, ça peut être un phénomène bizarre, un phénomène extraterrestre, tout ça. Moi, je trouve qu'on devrait se concentrer sur d'autres choses, mais parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait l'exercice. On le sait, en France, ils sont forts là-dessus. Oui. Tu sais, eux autres, ils ont sorti PAN dernièrement. Il y avait PANI auparavant. Mm-hmm. Il y avait d'autres mots. Avant ça, c'était les MOC. Au commencement, c'était MOC. Après ça, c'est rendu OVI, OVNI. On essaye toujours de redéfinir le mot, mais en fin de compte, ça revient tout à la même chose. Là. En anglais, on dit UFO. Puis ça a été trouvé par Édouard Ruppel, qui était l'un des premiers du projet Blue Book. Oui. C'est lui qui a amené le mot UFO. Unidentified Flying Object. Donc, moi, je me réfère à lui tout simplement. Puis, je pense qu'on devrait mettre nos priorités. Efforts, nos priorités sur d'autres choses que d'essayer de redéfinir le mot. Le mot est là. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Puis, peut-être pas vraiment le mot, mais peut-être réorienter maintenant. Moi, je pense plutôt créer des sous-catégories. D'abord, on admet qu'il y a plusieurs phénomènes distincts. Là. Mm-hmm. Celui-là, ils sont déjà là, les sous-catégories. Tu n'as pas besoin de les créer. Ils sont là. On les a, les sous-catégories. Mais là, celui-là, on pourrait dire, phénomène naturel rare, lumière tectonique. Okay. Donc, proposer une identification. Parce que OVNI non identifié, ça mène presque à rien. Ça porte son nom. Moi, je dis souvent objet volant non encore identifié. Si on propose l'identification pour certains cas. Mais moi, je suis pas d'accord parce que ça, on laissera ça aux linguistes, là, ce qui veulent bien de redéfinir les étymologues. On a du monde de terrain. C'est ça. Il y a ça, par exemple. Nous, notre but, c'est de comprendre le phénomène. C'est pas d'y apposer une étiquette. On la connaît, l'étiquette. On le sait, là. OVNI, c'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Voilà. À partir de là, on peut apposer l'étiquette
on peut poser le diagnostic puis trouver d'autres mots, mais c'est déjà été fait. On va laisser les linguistes se débattre entre eux autres, puis se concentrer sur les phénomènes ovnis, puis le phénomène des enlèvements, comme Carole me posé une question. Oui, c'est une personne qui a justement demandé si vous avez des cas de ça qui aimerait en entendre parler, parce que c'est très intéressant. S'il y en a un, peut-être nous donner un cue de votre... nous, on en a des cas, mais c'est des cas tellement sensibles qu'on ne va pas retrouver d'informations sensibles sur Internet, sur le site. Mais tu peux-tu en dire en gros? Oui, en gros. Ben oui. Il y a eu le cas de la croche qui a été pas mal publicité. Justement. C'est un cas que j'adore. Excellent. Je l'ai partagé il y a à peu près un mois et demi. C'est Pauline qui avait travaillé là-dessus. Hey. Pauline Mongraine, on parlait tantôt. Ouais. Elle, c'est elle qui était l'enquêtrice attitrée à ce cas-là. Ça s'est passé pas loin de sa région, je pense. La croche, je ne connais pas l'endroit, mais ça doit être dans sa région de la Mauricie. Puis... ce cas-là, c'était trois adolescents, une petite fille puis 2 adolescents, un couple, un jeune homme puis une jeune fille, puis qui avaient fait du camping, puis le soir, ils avaient observé quelque chose. Il y a eu tellement peur qu'ils sont revenus chez eux par une route pour revenir à la maison, puis ils sont aperçus qu'ils avaient manqué comme 2 heures de leur événement, qui est arrivé comme en retard 2 heures plus tard, ou quelques heures plus tard. Là, je t'en parle comme ça parce que je ne l'ai pas de mémoire. Ça fait tellement longtemps. C'est 2005, je pense. Non, t'es correct à date. Je te suis correct. Oui. Sur la route, ils ont été arrêtés par des policiers, puis d'après ces gens-là, en premier, ils étaient arrêtés à une espèce de... Je pense que c'était un garage station-service. Puis, elle était fermée. Ils ne pouvaient pas téléphoner. Ils voulaient téléphoner à leur famille pour dire qu'ils s'en venaient. Puis, à un moment donné, sur la route, ils se sont fait intercepter par les policiers. Puis, les policiers, d'après la description des personnes, ils avaient l'air un peu habillés comme en rétro, là, comme des policiers des années 50, autrement dit. Ah, tiens donc. Ils trouvaient ça bizarre. Puis, la manière que les personnes, c'est d'après les témoignages, mais que les gens en parlaient, ces deux personnes-là disaient que les policiers ne les regardaient pas en pleine face quand qu'ils se sont fait interroger, se sont fait arrêter sur la route. Même les voitures étaient Même la voiture était vieillot, semblait être d'une autre époque. Puis quand ils sont arrivés, c'est assez bizarre. Puis là, après ça, ils sont retournés à la station-service, puis ils sont aperçus que la station-service n'était plus là. C'était un restaurant qui était à cet endroit-là maintenant. Donc, on leur a dit qu'ils auraient vécu une espèce qu'on appelle ça en anglais time slip. Ils auraient basculé pendant quelques instants dans une époque dans un autre reculée. Une époque reculée, puis ils seraient revenus après ça dans l'époque contemporaine. C'est fou, ça. C'est retour vers le futur solide. Là. Ouais, ça serait le fun de trouver un rapport de police qui a été fait à l'époque. On l'a fait, on a vu du monde bizarre, qui avait un char bizarre, qui était habillé bizarrement. On l'a fait, l'enquête. Si c'est ça, oui. Et puis, l'enquête est faite, puis il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de police qui a été ce soir-là. Il n'y a pas de police qui a intercepté personne ce soir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même date. Mettons, si c'était le 9 juin, ça ne veut pas dire. Non, mais à chaque fois qu'il y a une intervention de police, il y a un rapport, il y a un numéro d'événement qui est fait. Je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que probablement qu'ils ont basculé dans le temps, que c'était pas vraiment... Ou c'est une image. Un phénomène vraiment... paranormal, comprends-tu? C'était pas un phénomène réel. Ils n'ont pas... c'était pas comme dans Back to the Future, tu te retrouves en 55, c'est en 55. Non, ce que je veux dire, il n'a pas rencontré de police. On se comprend. Il n'a pas eu de rapport, il n'a pas rencontré de police. Là, je te suis. C'est ça, pour eux autres, c'était ça. On a interrogé le poste de police, puis il n'y a jamais eu personne qui a été arrêté cette journée-là. D'accord. Ce soir-là. Puis après ça, il y a eu, étant donné qu'il y a eu des heures de temps manquant, un temps manquant dans le phénomène des enlèvements, c'est quand quelqu'un ne se rappelle pas où il était ou qu'est-ce qu'il faisait pendant un certain nombre d'heures durant cette soirée-là. Excusez. On a mis les personnes sous hypnose. On a mis 2 personnes sous hypnose parce que le jeune homme voulait pas rien savoir, il voulait pas se faire mettre sous hypnose. Il avait trop peur. Il a le droit. Il a le droit. Fait qu'on a accepté ça. Fait que Pierre et mon équipe ont rencontré les témoins, les 2 témoins qui se sont mis sous hypnose. Puis étant donné qu'il y avait une petite fille, puis ça, il faut faire attention. Quand il y a une petite fille, il fallait que les parents soient là pour la régression hypnotique à ce niveau-là. Puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les entrevues, dans l'émission de télé. On avait fait une émission de télé à l'époque, puis on en avait parlé. Je me souviens plus c'était quelle émission, c'était à Canal Évasion, Week-end Paranormal, puis on montre une séquence une séquence de la régression hypnotique. Puis de la façon que la petite fille racontait son histoire, ça valait assez
assez crédible. Je veux dire, une petite fille, c'est sûr que tu pourrais dire, c'est un enfant, donc il peut fabuler. Mais nous, c'est pas le même qu'on a vu. On a vu le cas. On pense que la personne, ce qu'elle a raconté, mais tu vois clairement que la petite fille, elle a vécu de quoi, là, ça dans sa voix, ça shake, là. Le traumatisme était là, oui. C'est vrai. Le traumatisme était là. Puis ça a été supervisé, là. Il y avait Gilles qui était là, les parents étaient là, Pierre Caron, que je salue, c'est un ami de longue date. Pierre, c'est lui qui a fait la régression hypnotique. Puis Pierre, lui, c'est un spécialiste de régression hypnotique. Lui, Pierre, il en faisait beaucoup dans le temps au point de vue thérapeutique pour aider les gens à arrêter de fumer ou pour accompagner les personnes durant leur accouchement. C'est arrivé souvent. Okay. Puis Pierre, lui, s'intéresse aux enlèvements. Puis c'est lui qu'on utilise tout le temps pour les régressions. Puis on voit que le travail a été bien fait. Est-ce que ça veut dire que la petite fille s'est fait enlever par les extraterrestres? Ça ne veut pas dire ça. On a le témoignage, puis ce qu'elle raconte. C'est sûr qu'il peut avoir une couleur, une saveur, mais nous, on se dit qu'une petite fille de 8 ans, à peu près, elle avait peut-être 8 ans, 8, 9 ans, peut-être, cette petite fille-là. Peut-être 12. Je pourrais pas te dire également, parce que j'ai pas le cas devant moi. Mais je vois pas pourquoi qu'elle mentirait sous hypnose. Non, ben c'est ça. De toute façon, c'est comment elle l'a vécu, tu comprends, l'histoire, puis c'est ça. Puis je pense que à date, on n'a pas d'explication. On n'a pas osé dire qu'ils se sont fait enlever par des extraterrestres, mais le scénario s'enligne vers cela, vers cette hypothèse-là. Mais on reste prudent. Ça peut être, c'est inexpliqué. J'ai une autre question de Sonia qui demande, selon vous, est-ce que les vaisseaux triangulaires sont celles des petits gris ou ça peut être autre chose? Moi, tant qu'à moi, ça peut être humain, là. C'est plus militaire. Mais militaire, c'est justement... Mais la vague d'OVNI belge, en 89, qui ont vu beaucoup de triangles. Puis, à part de la fameuse photo, Petit Rocher, qui est une photo fausse, qui a été reconnue comme étant un canular 30 ans après. Ah oui. C'est ça. Mais, en général, les gens voyaient des triangles au-dessus de la Belgique. Puis, moi, personnellement, je peux pas dire, je peux pas faire une connexion, on ne sait pas. On n'est jamais rentré, vraiment, on n'est jamais entré dans un vaisseau triangulaire, puis on n'a jamais rencontré Petit Gris. On peut pas le savoir, hors de tout doute. Mais généralement, les triangles nous font penser que ça peut être des avions, des prototypes d'avions qui auraient été... l'armée. Qui auraient été testés. Comme les fameux stealth. Oui, comme vu d'en dessous, ça fait pas mal triangulaire. Oui, comme le T3B. TR3B. Les TR3B. Oui. Il y en a d'autres aussi. Il y avait question de l'Aurora à l'époque, là, tout ça. Puis, moi, personnellement, je pense que le triangle belge, c'est difficile parce qu'il y a des cas où ce qui est stationnaire. Il n'y a pas d'avion qui fait du stationnaire. Exact. Il n'y a aucun son la plupart du temps. Il y a des hélicoptères, mais c'est ça. Ça fait un boucan. Là. En Belgique, parler des triangles, il y a eu quelques cas, ça pourrait être des hélicoptères. Oui, mais ça, c'est le phénomène c'est ça, il y a eu plusieurs rapports de contamination. Plusieurs choses qui ont été observées. Ouais. Moi, je excusez-moi, juste vous ramener sur le cas de la croche. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit que ces entités-là, on suppose là, que ces entités-là enlèvent un groupe de personnes et leur mettent une réalité ou une fausse mémoire. Puis ils font des erreurs. J'ai écouté beaucoup de conférences aux États-Unis où est-ce que ces entités-là, ils nous font ça. Ils mettent une fausse mémoire, mais ils font ça tout croche. Ce qui fait que... puis quand ils ramènent les personnes enlevées, ils vont les déposer dans le lit, les culottes à l'envers, ou dans la mauvaise province, ou une mauvaise mémoire, ou un souvenir qui n'est pas le leur. Donc, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Oui, mais ça, c'est en présumant que les enlèvements extraterrestres... Oui, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Oui, mais ça ne veut pas dire... C'est des enlèvements, ça ne veut pas dire c'est extraterrestre. Encore c'est là. Non, comme OVNI égale pas extraterrestre. Non, c'est ça. On parle... Non, mais ça ne peut pas dire qu'ils ont été enlevés par des entités. Non, c'est ça, mais je veux dire... Il y a eu beaucoup de projets aux États-Unis qui ont été faits sur les gens de la population
pas nécessairement des entités extraterrestres. Non, c'est humain, mais en le fait. seul cas que je Ouais. pourrais dire, les deux seuls cas que je trouve intéressants des enlèvements, là, vraiment, là, les deux seuls cas, il y a le cas de Travis Walton, Oui. de Falcon Lake. Qui n'a rien à voir Pas avec le Falcon film, on Lake, mais le cas s'entend. de Travis Walton, je veux dire, des White Mountains, c'est ça? Oui. Puis, il y a l'autre cas à Lagash qui s'est passé dans la région de Boston, là, New Hampshire. C'est les deux seuls cas que je trouve vraiment intéressants, parce que lui, le cas du New Hampshire, il y avait 4 personnes qui étaient enlevées, puis le cas de Walton, les bûcherons qui étaient dans le oui. camion, Ouais. ils étaient témoins de l'enlèvement. Puis ils ont Ouais, tous c'est ça. passé le test du polygraphe. Même si le ils test l'ont du tous polygraphe, passé. ils disent qu'aujourd'hui, c'est pas un test crédible. Ça Ils ont passe quand pas même non passé plus. le polygraphe quand même. là. Ouais. Il y en a un qui l'a manqué la première fois, mais c'était un gars qui s'était déjà fait prendre pour du Mais il pot. l'avait ou pas patente manqué, de il même. l'avait pas fait. Il Ils avait l'ont fait refusé une de le deuxième faire. fois. Oui, ils l'ont fait une deuxième Non, il fois, l'a puis pas là, fait, tout le tu monde te a passé. Tu te fies au film. Mais Non, dans non, la je réalité, me il fie l'a sur jamais Christian fait. Page. Alan Harris, non, Je me Christian, fie. il me l'a dit. Il nous l'a l'a assez pas dit. fait. Il l'a jamais, moi, ce que j'ai lu, il n'a jamais passé le premier. Il a décidé de le passer des années plus tard. Oui. Puis il l'a passé. Oui, c'est ça. C'est Parce qu'il exactement a ça. refusé, il a toujours refusé de passer le polygraphe la première fois. À ce niveau-là. Mais les autres l'ont passé. Ouais, En tout cas, tout le monde l'a passé pareil. Oui, tout le monde l'a Jeff? passé, mais les dénigreurs du polygraphe vont dire que. Oui, c'est ça. Il reste. Mais Les gars, quand même, ils ont observé le phénomène parce qu'ils l'ont vu, Ben le oui. gars, là, se faire frapper par les lumières. Là. il reste. Tu sais? Il reste 5 minutes à l'émission. Déjà? Ben oui. Ben oui. Ça serait peut-être bon de parler des hypothèses non surnaturelles qui ont été avancées pour les cas d'enlèvement. Justement, La mais première- là-dessus, j'ai une question pour toi, Jean Veilleux. Vézina. J'ai fait exprès. Vézina. Veilleux, j'ai fait exprès. Il faut voir si tu me suivais. non. Il punch. On suit le groupe. Non, mais je me demande, tous les cas qui passent par l'AQ, est-ce que tu les vois tous? Est-ce que les cas qui rentrent, est-ce que tu as accès à tout et tu dis, bon, ça, non, son tasse, ça, non, ça, c'est ça. Est-ce que tu les étudies tous avant d'aller plus loin dans une Jusqu'à enquête? les dernières années, il y avait juste moi puis Gilles qui recevaient les cas. OK. Au complet. OK. Nous, on fait le décantage. OK. Là, Jean, cette année, c'est peut-être de cette année ou l'année passée qu'on t'a mis sur lui. Jean également reçoit tous les cas. OK. Mais Donc, il fait un décantage. Je les vois passer, là. qui décide de que si c'est pertinent pour aller plus loin ou pas? Moi puis Gilles. OK. C'est nous qui décidons avec Jean. Jean aussi, si on va plus loin. OK. Puis, J'aurais pensé de rajouter comme des indicateurs en bon Parce qu'on veut français pas qu'il y des ait trop flags. de là, monde, pour- trop de gens qui voient les cas. Parce que trop nous, après plus de. ça, Non, c'est ça. et- Faut pas qu'il y ait trop de chefs plus que d'Indiens. Là, Ah non ben plus, ça, là. comment il s'appelle? Ronnie James Dio, il disait ça, lui, comme groupe rock. Dans son groupe, il disait il faut un chef parce que quand tu demandes l'opinion aux autres, tu dis, tu sais-tu, toi? Non, je le sais pas. Tu sais-tu, toi? Je le sais pas. Mais tu vas devenir un groupe qui ne sait pas. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui prenne une décision. Une tête. Tu as Ben le droit de demander Ben, l'opinion de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, puis c'est Gilles, généralement, qui prend la décision, on va aller pousser plus loin ou on ne poussera pas plus loin OK. à ce niveau-là. Mais Jean, on consulte Jean. Jean, c'est OK. lui. La qui est consultation se fait aussi pour Jean. dans le fond. Toujours. Jean, c'est notre conseiller scientifique. Ça passe toujours par lui. OK. Puis Jean amène toujours une opinion, comment dire, une réponse alternative, Attention. OK. empirique. Mais justement, dans le cas, je vais en venir à ça parce que je me pose la question sur comme le cas du Crop Circle qu'il y a eu. À Saint-Lin? Oui, c'est ça. C'est toi qui est venu à la conclusion ou c'est un ensemble? C'est vous tous qui avez fait C'est un cas qui est assez... Ouais, c'est tout l'ensemble de vous on tous est qui allé, disent... on était 4 sur le terrain. OK. Et On est allé sur le terrain. Nous, on n'a jamais dit que c'était pas un phénomène extraterrestre. Nous, ce qu'on a dit... Tu veux dire, Jean? Ben nous, d'après moi, d'après ce qu'on peut voir, d'abord, c'est assez grossier. C'était fait de main d'homme. Il n'y a rien de... Mal fait, genre? Mal fait, là, puis... Et nous, Donc, il n'y avait pas aucune une donnée forme il y avait aucune donnée sur le terrain qui présupposait une visite extraterrestre ou fait par une entité extraterrestre, ce phénomène-là. On Mais n'a le jamais fond dit parlait que c'était que les terrestre. grains étaient pas On a pareils. dit que toutes les données qu'on avait recueillies sur le terrain étaient
ne présupposait pas que c'était extraterrestre. On n'arrivait pas à la conclusion que c'était extraterrestre. Est-ce que les grains ont été analysés à quelque part ou pas du tout? On n'a pas eu besoin d'analyser. Ni la Terre non plus? Non, la Terre non plus. La Terre était solide, était très, très, très dure, comme je disais. Et la Terre était très, très dure. Okay. Puis même, d'ailleurs, on est allé sur le terrain, puis il n'y avait aucune empreinte. Nos empreintes, même, ne pouvaient pas... ne pouvaient pas être apposées sur le terrain. On ne pouvait pas voir de traces parce que comme on a passé au peigne fin le crop circle, ça ne veut pas dire que ça peut pas être extraterrestre. C'est juste que nous, on n'a pas trouvé d'informations, de données qui présupposeraient une visite extraterrestre. OK. Alors que d'autres personnes pensent que ce soit extraterrestre, c'est un autre débat. Mais moi, personnellement, les crop circles, je pense qu'il n'y en a pas de crop circles qui sont extraterrestres, ils sont tous terrestres. Parce que je vois pas la pertinence. Ils sont rares s'il y en a. C'est quelque chose qui est très rare. Mais parce que dans l'histoire, je pense que c'est des signes qui sont envoyés au ciel vers les dieux. Donc, les signes qui sont envoyés au ciel vers les dieux, qu'ils soient extraterrestres ou autres, ça doit être fait par des humains. Parce que c'est les humains qui veulent envoyer un message. Et non pas, je vois pas un extraterrestre faire un message sur le terrain pour envoyer ça vers le ciel. OK. Jean-François, tu voulais dire? Oui, devine qui est à côté de moi. Ben oui, c'est la belle Manon qui vient d'arriver. Bonjour Manon. Codef 3.0, ça va bien? Oui, là, je suis en train de me demander, vous voulez pas me laisser la place aujourd'hui? Non. Ma gang de coquins. Ça donne que l'émission, elle va durer 1 heure de plus. Je t'ai pas au courant. Je vous kick out, comme tu dis. De quoi qu'on parle à ton émission, Manon, aujourd'hui? Vous savez pas ce qu'on peut faire avec des carottes, hein? Ben, des gâteaux. Ou des gâteaux, puis de la teinture. des smoothies. Bon, vous allez devoir écouter l'émission parce que vous êtes à côté de la coche, les Ah non? amis. Ah ouais? Oui, vous allez devoir écouter l'émission. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. La avec des première carottes. chose, Un c'est nez d'en de bonhomme de manger. neige. Là. On va parler de signes également. On va parler de ressources incontournables dans votre préparation si vous voulez faire un voyage sur les chemins de Compostelle. OK. Et aussi, on va vous parler d'un nouvel outil de recrutement à l'international. Et plein d'autres beaux sujets que je n'ai pas tout le temps de vous énumérer parce qu'il faut que je vous kick out. Ben oui, parce que là, il est vraiment l'heure de quitter. Fait qu'on va se kick out. C'est ça, exactement. Sur ça, je remercie les invités d'aujourd'hui. Jean Morissette, merci. On te revoit la semaine prochaine. Peut-être, tu peux pas la semaine prochaine. L'autre, le 2 mars, tu vas revenir en studio, toi. Jean-François, merci beaucoup d'avoir été là. C'est donc bien le fun qu'on ait du monde qui se sont déplacés de Montréal. Oui. Je suis bien contente. Monsieur Vizina, merci beaucoup. Jean Vizina d'Iveilleux, merci. Oui, ça, oui. Ricardo. Et Ricardo. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben merci, puis vous reviendrez, parce que moi, je trouve ça intéressant. Je vois que les gens ont quand même... ils ont interagi, ont des questions. C'est ça que j'aime quand les gens embarquent. Et juste rappeler aux gens de venir à une soirée de l'AQU. On est très bien accueillis. La bouffe est excellente. Et les conférences que tu nous fais, sont tout le temps super, super intéressantes. Les sujets sont tout le temps variés sur le phénomène OVNI. Donc, c'est une invitation à venir les rencontrer. À quel restaurant, les gars? À la Rocher. À Rocher, et voilà. Et merci. Et sur ce, sur des belles notes que je vois Eric qui est en train de se branler de la patte en voulant dire « Vas-tu se lever de la chaise? » Oui, je me lève, on s'en va. On vous donne un coup de pied dans le derrière, enrobé d'amour. À la semaine prochaine, gang! Merci beaucoup, gang. Justement, à la semaine prochaine.